Happiness en hors studio. L'actu jeux vidéo, séries, comics et mangas, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Viens petite fille. Et oui, une émission de l'Entre du Geek en direct de la halle aux bulles de Bresle, en direct de la salle Robert Gourdin. Puisque j'annonce à nos auditeurs en effet qui envisageaient de venir au festival de la Halle aux Bulles, qu'en effet suite à un petit souci météorologique on va dire, on est en direct de la salle Robert Gourdin et cela fait beaucoup marrer Baptiste qui me regarde et qui me dit que t'as l'air un peu... Il y a du soleil en fait, on voit le soleil, c'est dommage. Ouais c'est ça, dommage, le soleil c'est tout, ce sont des choses qui arrivent et j'ai avec moi également Sabrina, bonjour. Bon après-midi à tous. Alors, une après-midi qui va être sous le signe, comme vous l'entendez, de la bande dessinée, notamment grâce à notre petit bed que j'ai mis en fond là, notre petit Serge Gainsbourg et le titre... le comic strip. Baptiste, tu peux arrêter de me juger s'il te plaît ? La ficelle était grosse là cette fois-ci. Tu es très très médisant Baptiste et ça c'est pas bien. J'ai l'impression qu'on va plus être seul, plus qu'à 3. Là on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. En effet, Bonjour. Ah voilà, on t'entend, vas-y, installe-toi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, alors on est en direct du coup du festival La Halle aux Bulles avec notamment notre premier artiste, Oubou. Oui, c'est moi. Est-ce que je prononce bien ? Exactement. Alors merci parce que tu n'as pas écorché le nom. Parfois c'est Obo, parfois c'est Bao. Et non, c'est Obo. Non, c'est Oubou, voilà. Bien vu. Alors tu fais partie des artistes qui sont présents en direct de la Halle aux Bulles de Bresle. Exactement, on est ici. Alors déjà, merci de venir rencontrer les lecteurs et nos amis auditeurs qui sont ici présents. Tu viens notamment avec ton premier album, si je ne me trompe pas, qui est Le Grand Silence, mais où sont passés les extraterrestres ? Exactement, parce qu'il y a un sous-titre pour préciser que ce n'est pas Grand Silence, qui est une autre BD qui est sortie et qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui parle des extraterrestres et de la vie potentielle ailleurs que sur Terre. Alors c'est ça, si je comprends bien, alors tu me dis si je me trompe, mais le speech c'est vraiment une petite fille qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'extraterrestres sur Terre alors que pourtant il y a des milliards de planètes dans l'univers. Exactement, en fait elle découvre un peu cette théorie, ce paradoxe qui dit que statistiquement ce serait quand même très peu probable qu'on soit les seuls dans la galaxie. Et du coup, il se trouve qu'en fait elle a un grand-père qui s'y connaît très très bien sur le sujet et qui va pouvoir, pendant une journée, lui raconter un peu toutes ces théories-là et la faire voyager dans la galaxie, dans l'espace et peut-être découvrir s'il y a ou pas des extraterrestres ailleurs que chez nous, quoi. Ou alors chez nous. Donc du coup j'imagine, alors tu ne l'as pas fait seul cet album, tu l'as fait notamment avec un autre artiste qui s'appelle Balade Mentale. Exactement. Alors du coup nos amis auditeurs doivent se dire mince, Balade Mentale ou goût, ça doit être un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que cette collab ? C'est ça. Mais j'imagine que ça a dû vous demander pas mal de travail de recherche pour créer cet album. Alors pour commencer le travail en fait on s'est basé sur des vidéos qu'il avait fait lui. En fait, Balade Mentale est un youtubeur de vulgarisation scientifique et il avait déjà fait 4 vidéos pour parler de ce sujet-là. Et du coup, en fait, on est allé piocher dans ce que lui avait déjà créé et après, ensemble, on a créé toute une histoire avec des personnages qui tenaient la route et un peu du corps et des sentiments, des émotions et en fait, de ne pas enchaîner les hypothèses les unes après les autres comme un fichier au PowerPoint, mais plutôt comme une histoire qui se tient. Alors, et de l'humour aussi, on a ajouté beaucoup d'humour. Oui, on voit notamment le grand-père qui s'amuse avec la nourriture pour expliquer un peu le principe du temps, de l'univers, tout ça, des planètes. Il mange des spaghettis bolognaises et du coup ça colle parfaitement avec le fait qu'il y ait des planètes et justement les cerceaux qui entourent justement ces planètes. Ah, ça colle aussi avec la table puisqu'il en met un peu partout sur la table. Exactement. On va être honnête. Un des sujets aussi principaux, en tout cas un sujet scientifique qui fait partie de ton album, c'est le paradoxe de Fermi. Exactement, c'est le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce paradoxe ? Alors justement, ce paradoxe part du fait que
en observant qu'il y a énormément de planètes et d'étoiles qui se passent rien que dans notre seule galaxie, statistiquement, ce serait très peu probable qu'il n'y ait pas une autre forme de vie qui soit apparue comme la nôtre. Sachant que, voilà, après, il y a des croyances. Soit nous, on est une sorte d'anomalie à l'échelle de la galaxie et des autres galaxies qui nous entourent, ou alors il y a d'autres formes de vie qui sont bien apparues. Et en gros, Fermi, Enrico Fermi, est un physicien qui, à un moment, a discuté avec des collègues et il a commencé à évoquer cette théorie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle le paradoxe de Fermi, où il disait, OK, il y a potentiellement de la vie ailleurs, parce que ce serait très peu probable que ça ne le soit pas. Du coup, où sont-ils ? Et du coup, le but du paradoxe de Fermi est d'énoncer toutes les hypothèses pour lesquelles on n'est pas encore rentré en contact avec eux. Donc ça va être par exemple, l'espace c'est beaucoup trop grand, c'est-à-dire qu'une étoile par rapport à une autre est beaucoup trop éloignée pour qu'on puisse à un moment rentrer en contact avec eux. Mais ok, on pourrait peut-être utiliser des ondes radio. Et en fait, les ondes radio se délitent dans le temps aussi et dans l'espace. Il faudrait aussi que la galaxie, la civilisation extraterrestre en question soit vivante au moment où nous, on est aussi vivants pour qu'on puisse communiquer. Parce que ils sont perdus dans l'espace mais aussi dans le temps. Donc voilà, on va énumérer tout ça pour justifier le fait qu'on n'a pas encore de réponse sur le fait qu'il y ait d'autres civilisations extraterrestres, mais on part du principe qu'il y en a une. Puis il y a aussi ce principe qui est que nous, on utilise des ondes pour communiquer, on utilise la parole et autres, notamment le son, mais c'est pas forcément le cas des créatures qui pourraient être dans l'espace. Exactement, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé toutes les théories physiques qui régissent notre monde et que peut-être que eux sont soumis à d'autres réalités qui font qu'on pourra peut-être jamais rentrer en contact avec eux. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je crois qu'il y a une capsule, alors je suis désolé, je me souviens plus le nom de la capsule, qu'ils ont envoyée dans l'espace avec une gravure d'un être humain, d'un homme et d'une femme. La plaque pionnière, voilà, c'est ça. Qui est dans la BD, on peut la trouver dans la BD. Bon ben voilà, amis auditeurs, n'hésitez avec pas. le spin d'hydrogène et que la personne qui fait coucou est juste le début du chemin après Saturne en fait. C'est comme exactement. C'est comme si nous on disait je vais à Paris mais je commence à tourner au bord de la rue et puis me voilà à Paris quoi. Ça n'a aucun sens en fait en termes c'est ça. Pour comprendre d'où on vient. Et aussi par rapport à ce que tu disais, il y a aussi le côté de la vie intelligente. C'est-à-dire que nous on voit forcément une civilisation extraterrestre comme quelque chose qui aurait la même intelligence que l'être humain, mais ça se trouve la vie c'est peut-être quelque chose d'impalpable pour nous. Donc et peut-être en effet, et peut-être que aussi ils n'ont pas cette volonté d'explorer. Exactement. En plus, peut-être qu'ils existent, mais en fait ils s'en foutent de nous et qu'ils sont juste sur leur planète à vivre et ils n'ont pas de velléité à aller ailleurs quoi. C'est vrai, ça aussi c'est une théorie, l'idée qu'en fait on n'est pas assez évolué aussi pour eux. Pour qu'ils s'intéressent à nous. Ce serait comme si nous on découvrait une planète, habitée par des gnous. Est-ce qu'on irait vouloir communiquer avec des gnous ? C'est génial les gnous, on a envie d'y aller. On a envie de l'avoir cette planète pleine de gnous. Donc amis auditeurs, si vous êtes sur une planète de gnous, envoyez-nous des messages via happinessradio.fr, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce que tu penses d'après toi qu'on est seul sur Terre ou seul dans l'univers où il y a des extraterrestres quelque part ? En fait, moi, en me penchant sur le paradoxe de Fermi, c'est vrai que je me suis intéressé, en fait, mine de rien, à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui m'était un peu lointain avant de démarrer le projet. Et en fait, la BD permet de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré Balade Mentale, j'ai rencontré tout cet univers-là. Et je m'étais pas trop posé cette question-là à la base, mais c'est vrai que en voyant l'infiniment grand qu'on a autour de nous, selon moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas une autre forme de vie qui soit apparue et qui est peut-être morte aussi. Il y a aussi des effondrements de civilisation qui ont pu se passer. Mais et récemment, là, j'ai appris il y a 2-3 jours qu'ils auraient trouvé sur Mars une preuve qu'il y aurait eu de la vie sur Mars. Donc voilà, c'est encore des choses à l'échelle de 3 jours. C'était très très récemment qu'on a appris ça. Donc je resterai frileux là-dessus. Mais peut-être qu'on est en train de gratter quelque chose sur Mars. Sachant que par vie, on n'entend pas forcément des êtres humains ou des êtres très développés, juste unicellulaires, juste une cellule, ça marche aussi. Ça reste de la vie. Alors moi j'ai une question totalement superficielle parce que nos auditeurs ils le voient pas, mais tu es venu à table avec un super masque et donc si tu peux nous en dire un petit mot. C'est ma question.
Du coup, le masque, je me posais la question de savoir comment je voulais me présenter au monde. Et je trouvais ça plus intéressant de montrer un masque plutôt que ma gueule, parce que ma gueule n'est pas très intéressante. Et du coup, ouais, voilà, j'ai créé un masque inspiration. Alors, c'est quoi les inspirations selon vous quand vous voyez mon masque? Alors, japonaise, amérindienne, j'aurais dit. mexicaine. Ouais, ok, bah c'est cool parce que vous les avez. C'est Kabuki et Lucha Libre. Voilà, j'ai fait un mélange des deux. Je m'étais intéressé un peu aux deux cultures à un moment et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, quoi. Donc pour les auditeurs qui ne nous voient pas, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais attention, j'ai un masque. Peut-être vous pourrez retrouver ça sur des photos. Ça, Ah oui, s'ils sur viennent cet Internet, même après-midi, sur ils les- sauront t'identifier, tu seras le seul auteur masqué. Je suis le seul masqué. Mais même sur les réseaux, quand on tape ton nom sur Google, on te voit avec le masque. Donc du coup, les auditeurs peuvent le voir comme ça. Oui, Pour voir c'est comment vrai. ressemble ton masque. C'est vrai. Sur les réseaux, je suis toujours masqué. Alors, je me posais aussi une question. Est-ce que ça a été facile de collaborer, de pouvoir de travailler à deux sur un album? Comment est-ce que vous avez fait? Franchement, ça s'est super bien passé. Balade Mentale est quelqu'un qui est très, très agréable, une personne très agréable à qui bosser. On est allé gratter dans ses vidéos à lui, donc il y avait quand même déjà de la matière. Et lui, il avait quand même une volonté de rester sur ce qu'il avait déjà dit. Mais par contre, moi, ce que j'ai apporté, c'était peut-être un peu des vannes à droite à gauche. Et puis du coup, il y a eu des ping-pong aussi, parce que lui, ça lui a redonné des idées pour autre chose dans la BD. Et non, franchement, ça s'est fait de façon assez fluide. Ce qui compte, c'était encore une fois la communication, hein. On a beaucoup collaboré à deux. On a fait beaucoup de calls, de visio call pour discuter de tout ça. Et ouais, non, c'est... Alors, bon, évidemment, il y a toujours un peu des moments où on va pas être d'accord sur un sujet, sur une phrase, mais ça s'est réglé et on est tous les deux super contents du projet et de ce qui est sorti. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres projets par la suite? Et du coup, actuellement, je n'ai pas, en tout cas en BD, je n'ai pas d'autres projets. Mais voilà, je reste là-dessus. J'avoue, j'ai pas trop d'actu. Je vais être sur des marchés plutôt à Paris pour vendre du print, des affiches et des t-shirts, des stickers, tout ça. Je me remets un peu là-dedans. Mais par contre, non, pour ce qui est de BD, on va essayer de vendre, de promouvoir cette BD au maximum avant de se relancer sur un autre projet. D'accord. Bon, on te remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions Merci à vous. en direct, Quel tablé, incroyable. en direct de la Halle aux Bulles de Brel. C'est En vrai direct. qu'on est bien reçus ici. Ouais, franchement, c'est rare, non, mais on a été parfois moins bien reçus. Là, franchement, on est au top. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on Ouais, on franchement, peut remercier les organisateurs de ce salon. On est vraiment bien. l'espace est incroyable. Merci en tout cas, Oubou, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu Merci à présent vous. à l'entre du geek. L'antre du geek sur Happiness. On est toujours en direct de la Halle aux Bulles de Brel et de cette salle Robert Gourdin. Et on retrouve un nouvel auteur, notamment Eli Huot. Eli, bonjour. Bonjour. Alors, tu es ici présent pour ta toute première bande dessinée, Ouais. qui est Cometa. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Cometa, qui est un peu comme un ovni, en fait, d'une certaine manière? Alors Cometa, c'est une BD muette, contemplative, qui nous emmène dans un univers un petit peu étrange, je dois dire. Où en gros, dans l'idée, c'est de plonger le spectateur, ou le lecteur, devrais-je dire, ou la lectrice d'ailleurs, dans un univers qui dicte un peu ses propres règles. Donc faut pas forcément s'attendre à des retournements de situation. Faut s'attendre à de l'étrange et une expérience. Mais c'est ça, c'est une expérience visuelle. C'est ça. Clairement, on est ici en noir et blanc, il n'y a pas de couleur, pas de C'est ça. texte. Donc après, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Je pense que c'est pas une BD qu'on peut donner comme à un enfant, comme première BD, on est d'accord. On est d'accord. Tu as aussi des inspirations qui sont très marquées, qui viennent Ouais. notamment de Métal Hurlant. Oui, pour qui je travaille aussi Exactement. de temps en temps. Ouais. Comment ça se passe ton travail avec Métal Hurlant? Alors comment se passe le travail avec Métal Hurlant? En fait, j'ai bossé avec eux une première fois il y a de ça 2 ans, si j'ai pas de bêtises. Donc je leur ai proposé un récit muet
comme la BD, muet, noir et blanc aussi, donc c'était un peu un pari, parce que c'est vrai que souvent les gens sont accrochés par la couleur, notamment. Là, le fait qu'il n'y ait pas de texte aussi, ça peut en déranger certains. Et finalement, vu que je voulais vraiment quelque chose d'assez organique, très très axé sur l'image, moi je suis vraiment dessinateur, quoi. C'est ce que je veux faire. Finalement, ça a pas mal marché, donc ils m'ont rappelé pour ceux d'après encore. Et il se trouvait que j'avais cette BD qui était déjà en cours depuis quelques temps, que je leur ai montré, que j'ai montré aux humanoïdes associés qui gèrent Metal Hurlant. Et ça a donné Cometa. Voilà. Et du coup, tu es dans cet univers, science-fiction. Est-ce que tu envisages de partir vers d'autres univers ou toi, tu veux te spécialiser vraiment dans ce côté espace ? Je pense que je vais partir vers d'autres choses. On va dire, je commence un peu à travailler sur un autre projet qui va pas sortir tout de suite, hein, c'est quand même assez long. Plutôt horrifique, fantastique horrifique, on va dire. Dans un cadre, on va dire, inspiré des horreurs du moment. Désolé, je casse l'ambiance. Donc il y aura un monstre avec une moumoute jaune. Peut-être, mais il n'y aura pas qu'un seul monstre. Ça va être, voilà, dans l'idée, je veux que ça fasse écho à des choses réelles, tout en allant petit à petit dans le fantastique. Alors pour Cometa, ça t'a pris combien de temps de réaliser cet album ? C'est long, oula. En fait, c'est marrant, c'est parce que ça se lit quand même assez vite. Oui. Mais ça a été très long à faire. En gros, j'ai commencé il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé pendant 10 ans tous les jours dessus. C'est juste que à ce moment-là, j'avais pas d'éditeur. Donc, il fallait que je trouve aussi le moyen de manger, tout simplement. Et par la suite, une fois que le projet a été signé chez les Humano, je me suis rendu compte que le dessin avait beaucoup trop changé sur beaucoup de pages. J'ai refait tout le début, j'ai refait 30 ou 40 pages. Et donc c'est pour ça, il y a eu des pauses, il y a eu des moments où je voulais lâcher l'affaire. Je me disais que personne n'en voulait en fait. Et finalement, j'ai bien fait de continuer puisque c'est là, c'est devant nous, c'est sorti. Alors, pourquoi vas-y, pourquoi en fait le choix du muet, le fait de... Pourquoi le choix du muet ? Parce que justement je voulais aller vers quelque chose de sensoriel plutôt. Ouais. Qu'on ressente un petit peu ce décor, cette planète qui est quand même comme une sorte de personnage principal de cette BD. Et je sais que moi j'étais très à l'aise avec ça. En fait c'est un peu inspiré du boulot de Thomas Hott qui fait du dessin à la carte à gratter. Où il a fait pas mal de bouquins justement sans texte. Et moi ça m'a vachement marqué, quoi. Et c'est peut-être aussi un peu un lien que j'ai, une inspiration très cinéma sur les plans. Alors certes le cinéma est rarement muet, faut que ça arrive. Mais vraiment cette idée de plans de cinéma, pas mal de fois. Et aussi j'ai attaqué un peu ce projet comme un mélange entre de l'illustration et de la BD. Par exemple, j'ai pas fait de storyboard en entier avant de la faire. D'accord. Je suis parti un peu comme ça. Je savais que je voulais beaucoup de grandes images et qu'on ait plus du ressenti que justement de la lecture. C'est marrant que tu parles de cinéma parce que ça me fait justement l'analogie avec le muet me fait penser au cinéma muet que beaucoup de spécialistes voient comme l'âge d'or parce qu'on montrait justement les choses et on n'avait pas d'artifice avec le scénario, avec les dialogues. Et là, on revient à ça en fait. C'est aux antipodes de... Enfin, moi, il y a une BD que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle Black et Mortimer, où on fait que décrire les choses tout le temps, tout le temps. Et c'est exactement l'inverse. J'aime beaucoup Black et Mortimer. Ouais, non, mais moi aussi, mais par contre, au bout d'un moment, c'est lassant parce qu'on a des dessins, donc les dessins sont censés nous montrer les choses. Je me suis toujours demandé comment il arrivait à mettre ces bulles et qu'on comprenne quand même. Oui. En fait, je sais que quand j'étais petit, je me faisais pas trop gaffe. Là, j'ai revu et je me suis dit. J'en ai justement relu il y a pas très longtemps et je me suis dit exactement ça. En fait, on fait que décrire. Autant lire un roman, quoi. C'est un peu pareil. Ouais, alors que là, on est vraiment, pour moi, visuellement sur quelque chose qui ressemble à de la gravure. Le dessin, il y a un effet gravure où certaines planches, on pourrait les extraire et les exposer pour elles-mêmes parce qu'il y a vraiment cette qualité du travail de la gravure, dans le crayonné, dans le tracé, vraiment dans les détails. Alors c'est un compliment, mais il y a vraiment un très beau travail du dessin, du détail, et vraiment chaque planche peut être exposée pour elle-même. C'est un peu ce que le rendu que je voulais. Et au-delà de ça, je pense que ça amène justement ce truc très, très sensoriel. Je voulais qu'on ressente un petit peu ces textures, ces roches, toutes ces choses-là, qu'on puisse un peu toucher finalement, qu'on ait l'impression qu'on puisse toucher ce qui se passe là-dedans. Et du coup, rendre cet univers assez immersif finalement, quoi. Alors moi j'avais une question quand même, après avoir lu Cometa,
Est-ce que tu as donné des noms à ce personnage que l'on suit ou pas du tout ? Non, il n'a pas de nom. Ouais. Il a un numéro, cela dit. Enfin, il a un numéro qu'on connaît que dans le résumé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En effet, je crois que dans le rare texte qu'il y a, qui passe à travers un écran, on sait qu'il doit chercher son prédécesseur qui travaille sur cette planète. Il s'appelle numéro 17. On suppose que lui est numéro 18. Mais oui, ça s'arrête là. Je voulais vraiment que le mystère reste assez complet, que ce soit... qu'on rentre dedans, qu'il n'y ait pas tant de réponses. Il y a aussi des choses qui peuvent un peu étonner. Parfois, la fin n'est pas très très claire, par exemple. Mais c'est tout à fait exprès. En fait, l'idée, c'est aussi de revenir parfois dedans, d'essayer de comprendre des petits détails. Je trouve ça assez drôle que tu sois à côté de Johan Cavage pour ce salon, parce qu'il a fait la BD Moundir. Ouais. Et on est quand même sur une histoire, une absence de texte qui se rapproche assez de vos œuvres, qui peuvent se répondre l'une l'autre dans le choix du dessin, dans l'absence de texte, dans cette balade un peu spatiale. En plus, c'est vrai qu'on a pas mal d'éducation ensemble à chaque fois. Donc, finalement, oui, ça se répond plutôt bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci Élie d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent à l'Entre du Geek pour ce festival La Halle aux Bulles de Bresles. Alors, j'imagine qu'on va te laisser repartir en dédicace puisqu'il y a tes fans là, qui attendent. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite sur Happiness. À bientôt. C'est l'Entre du Geek. On est toujours en direct de la salle Robert Gourdin pour cette 6e édition de la Halle aux Bulles. Et nous recevons avec nous une autrice. Nous recevons Kamika. Kamika, bonjour. Bonjour. Ah, vas-y, rapproche-toi du micro. Je fais attention à la table. Alors, tu es venu présenter ton nouvel ouvrage qui est Les Enfants Trinquent, oui. qui est un ouvrage du coup... qui va amener à la réflexion sur l'alcoolisme, sur la vision des enfants sur leurs parents alcooliques. J'imagine que c'est un sujet qui te touche. Oui, d'ailleurs, c'est un peu mon histoire en condensé un petit peu, puisque du coup, faut quand même raconter une histoire. Donc, on est obligé de faire des ellipses et de raconter les choses de façon intéressante, mais oui, ça raconte ça, et du coup c'est mon vécu. Mais du coup c'est quand même la première BD que j'ai faite, donc en fait elle date de 2020. D'accord. Parce qu'elle est admise à l'honneur, parce qu'elle a eu le prix de la BD des collégiens. Okay. Voilà. Pour cette année à l'Obule. Fallait bien que je fasse une bêtise. J'en avais pas encore fait, ça fait une demi-heure d'émission, j'avais pas encore dit de bêtises. On est ses garde-fous, faut savoir. Et du coup, tu as décidé de traiter l'alcoolisme parental en jouant sur le zoomorphisme. Avec notamment la mère qui devient très vite rhinocéros et puis le père qui aussi prend les traits d'un animal du coup. Ouais. Oui, c'était aussi une question de pouvoir mettre de la distance sur le sujet. De rien, comme c'est mon histoire, c'est des personnes qui sont toujours là, de ne pas avoir de reconnaissance, le but n'étant pas de nuire à ces personnes non plus, c'est juste de livrer un témoignage pour des gens qui en auraient besoin. Voilà, et oui, le fait que les deux parents soient des animaux, c'est aussi parce que il y a un conflit entre eux et que du coup chacun a sa part de responsabilité aussi. Et également, que ce soit dans Les Enfants Trinquent ou dans Rature indélébile, il y a toujours un choix de la couleur. Dans Rature indélébile, l'histoire elle était mise en avant avec le violet tout du long, et là on a une alternance de bleu et rouge, avec le rouge qui symbolise le vin, l'alcool. Ouais, oui, le vin, l'alcool, la colère aussi, puisque d'ailleurs Ninon, quand elle se transforme en rat, elle est aussi en rouge. En fait, un peu tous les mauvais sentiments finalement. Les périodes bleues étant les périodes calmes ou les passages de joie avec les personnages. Oui, c'est un procédé qui me va bien. Je pense que ça aide à la lecture aussi. Et le fait de ne pas le faire tout en couleur, ça permet aussi de faire attention au public. Comme je n'ai pas non plus un dessin très réaliste et que j'ai plutôt un trait rond, ça permet aussi de ne pas diriger les tout petits non plus vers mon album et de comprendre que la gamme de couleurs s'adresse aussi à un public peut-être un petit peu plus grand, pas forcément adulte, mais en tout cas pas pour les tout petits. Et comment ça se passe de raconter son histoire en bande dessinée ? J'imagine que ça doit demander un travail personnel très important. Bonne question. Non, je ne crois pas, parce qu'au moment où je suis arrivée, en fait c'est mon projet de fin d'année de ma formation en bande dessinée. Donc c'était une formation à 3 ans. Je suis arrivée la première année en me disant que ça serait ça mon projet de dernière année.
Donc en fait, pendant 2 ans et demi, puisque l'album ne se fait que sur la deuxième partie de la 3e année, j'ai eu le temps de maturer, d'en parler avec mes professeurs, de moi réfléchir à des pistes sur des exercices de quelques pages. J'avais déjà commencé à mettre en place. Du coup, le procédé il s'est pas fait d'un coup. En fait, je suis pas arrivée avec tout ça à mettre en une fois. J'avais déjà maturé les choses. J'avais commencé à mettre en place certaines pistes. Donc voilà, c'était moins compliqué. Et j'avais une question. J'imagine que ta mère a dû lire cet album. Je ne sais pas. Il y en a un exemplaire chez mes parents et je ne sais pas. Vous en avez jamais parlé? Non. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'après, tu as fait aussi les ratures indélébiles. Ouais. Là, tu es parti sur une autre thématique, une thématique aussi assez lourde, puisque c'est la thématique du harcèlement scolaire, avec une élève qui est petit à petit marginalisée et mise à l'écart. Elle se retrouve dans sa classe de 4e avec une amie qui lui est proche, et petit à petit, par le choix des amitiés, elle se sépare et elle se retrouve seule, harcelée. Et donc, c'est vrai que c'est de nouveau une thématique finalement assez lourde. Ouais. Je ne saurais pas l'expliquer, je crois que je lisais beaucoup ça. J'aime beaucoup les sujets de société et les tranches de vie. Et je pense que la bande dessinée est un bon média qui permet d'en parler aux plus jeunes sans paraître comment on peut dire, sans avoir l'impression d'être les parents par-dessus leur épaule, d'être moralisateur, c'était ça que je cherchais. Et peut-être ça donne accès, effectivement, le fait que ce soit des BD qui soient placés dans les CDI, dans les médiathèques. Ça permet à ce que les enfants qui sont un peu grands puissent l'emprunter eux-mêmes et le lire sans forcément que ça vienne des parents. Donc je pense que c'est assez important. Donc voilà, j'aime ça comme sujet, je traite ça comme sujet. Là, j'ai un petit peu changé comme c'est ma santé mentale aussi au bout d'un moment de traiter ce genre de sujet, c'est pas... Du coup, tu es parti sur de nouvelles pistes, il y a de nouveaux projets en cours? Alors, en BD, pour l'instant, j'ai un petit peu laissé de côté puisque j'avais envie de faire de l'animalier, donc je suis plutôt partie en jeunesse, en premier roman illustré jeunesse. Voilà, mais du coup, je fais de l'animalier là depuis 2 ans. Et ça me repose un petit peu la tête avant de... J'ai d'autres projets en BD que j'aimerais bien traiter, mais du coup, ça me demande un petit peu un petit peu plus de sérénité. Il me faut une petite pause. Et parce que là, actuellement, tu en es à ton 3e roman graphique, puisqu'il y a donc du coup Les Enfants Trinquent, Autobiographie d'une courgette, et maintenant Rature indélébile. C'est ça. Tout ça en 3 ans, puisque 2020, 2021, 2022, oui. Ça doit être une cadence infernale quand même. Oui et non, parce que j'ai la chance et pas la chance de ne pas être capable de m'apesantir sur les choses. J'ai besoin de changements très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que mon style de dessin n'est pas très très réaliste. Je vais assez vite. J'ai une possibilité de travailler vite et du coup j'ai pas un dessin très détaillé, contrairement en jeunesse comme c'est des illustrations. Du coup, c'est ton trait, c'est pas un choix graphique pour le sujet qui voudrait prêter plutôt, qui serait plutôt tourné vers les enfants parce que ça se passe à travers les yeux d'enfants ou d'ados. C'est ton style habituel, je veux dire, le dessin comme ça. En tout cas, en BD, oui. En illustration, je prends plus de temps parce que déjà, on n'est pas sur de la case. Donc, moi, j'ai aussi un truc où en BD, même si je trouve le dessin très joli, quand il y a beaucoup de détails dans une case, je trouve que ça devient vite... Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me perdre entre l'image, les textes et tout. J'aime bien que ce soit concis et j'aime beaucoup le travail de gens comme Fabien Toulmé qui a un trait très concis et tout. Donc, plus en BD. Après, en illustration, je peux me perdre dans les petits détails parce qu'on est sur de la grande page et je peux m'amuser à faire des petites fleurs dans tous les brins d'herbe. Dans Les Enfants Trinquent, il y a un côté mouse sur le zoomorphisme, mais c'est pas juste parce qu'il y a le zoomorphisme, c'est vraiment parce que le trait du dessin ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Spiegelman sur la BD Mouse. Et je trouve que ça marche bien en plus. On est professeurs tous ici, ça marche super bien avec les élèves quand on parle de ces sujets-là. Donc c'est super cool. Et c'est des sujets qui les touchent forcément, mais c'est pas pour rien que tu as dû avoir ce titre-là, ce prix-là, parce qu'ils ont... Ça leur parle, je pense. C'est la première fois qu'on fait ce rapprochement, mais je le prends bien. Je le prends comme un compliment. Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. D'ailleurs, je crois savoir que tu fais aussi des animations dans les collèges. Oui.
Notamment, je crois que Sabrina, tu as assisté à une de ces animations, non ? Non, on aurait bien aimé parce que quand on t'a rencontré il y a 2 ans et que tu nous avais dédicacé avec ma collègue professeure documentaliste, justement, on a sauté sur ton roman graphique parce qu'on s'est dit thématique d'actualité, hyper pertinent sur Rature Indélébile. Et c'est vrai que tu nous avais parlé que tu intervenais dans le cadre d'animation, notamment collège. Oui, je travaille du coup sur les BD, avec les thématiques et surtout les Ratures Indélébiles. J'ai fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire et beaucoup en collège d'ailleurs en fait. Et est-ce que grâce à ces interventions, tu as des jeunes, des élèves qui sont venus te voir en voulant t'exprimer quelque chose ? Alors c'est arrivé et souvent je ne sais pas trop comment réagir parce que même si c'est un peu la base, le fait de s'adresser directement à moi, je suis un petit peu perdue de comment je dois réagir parce que j'ai pas toujours les clés non plus et puis j'ai pas la formation de pouvoir m'occuper des problèmes des jeunes. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un extérieur au système éducation nationale qui vient avec en plus l'opportunité de rencontrer un artiste. Ils mesurent quand même leur chance et avec une histoire tout de suite c'est beaucoup plus concret pour eux de se représenter, c'est beaucoup plus parlant et vous en tant qu'artiste quand vous venez vous arrivez à nouer assez vite finalement une proximité, en tout cas les élèves le ressentent comme ça donc. En tout cas moi ça me fait plaisir que ça marche dans les CDI et tout ça, parce que je me dis au moins on n'aura pas fait ça pour rien, même si après le livre il a la durée de vie qu'il a, mais si au moins les jeunes s'en emparent un petit peu dans les CDI, c'était un peu pour ça que c'était fait. Donc. Merci en tout cas Camille d'avoir répondu présente à notre micro. Donc n'hésitez pas, foncez sur Rature Indélébile, c'est ça ? Autobiographique d'une courgette et puis Les enfants trinquent. Qui a reçu le prix de la Halle aux Bulles, le prix collégien de la Halle aux Bulles. Merci en tout cas Camille d'avoir répondu présente. Merci beaucoup. C'est l'Antre du Geek sur Happiness. On est toujours en direct de l'Antre du Geek, en direct de la Halle aux Bulles, de cette 6e édition de la Halle aux Bulles. Et nous avons un nouvel auteur avec nous, nous avons François Gomez. François, bonsoir. Bonjour, pourquoi tu dis bonsoir ? Je sais pas, je me vois déjà en week-end, c'est peut-être pour ça. Ouais, moi aussi. Alors, on t'accueille notamment pour ton 3e volume de Castle Witch, qui est une BD jeunesse. C'est ça. Mais qui, on en parlait encore là pendant la pause musicale avec Baptiste. Nous, enfants, on aurait adoré avoir ça. C'est pour les adultes aussi. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il y a plein de clins d'œil à l'intérieur pour les plus de 40 ans. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la BD, c'est ce qu'il y a dans ma tête. En fait. Exact. C'est ce qu'il y a dans la mienne. C'est ce qu'il y avait dans la mienne à 10 ans aussi, donc c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de choses dans la tête de Baptiste, donc autant vous dire que c'est un peu le bordel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de Castle Witch ? Alors Castle Witch, c'est une ville. Voilà, c'est le nom d'une ville. Et dans cette ville, il y a des enfants qui ont des amis imaginaires et qui vont se trouver confrontés à des maléfiques. C'est des amis imaginaires qui ont mal tourné. Et donc il va y avoir une guerre en fait entre les maléfiques et les imaginaires. Et il y a un méchant sous-jacent, voilà, c'est du Lovecraft pour les enfants. Du Lovecraft pour les enfants. Voilà, exactement. On le retrouve dans le dessin des monstres. Hein, il faut lire le dernier tome pour bien comprendre. Déjà le Necro Maleficum, voilà, c'est un gros clin d'œil au Necronomicon. Oui, et donc le méchant, parce que c'était moi qui étais fan de Lovecraft et qui ai changé le nom du méchant, qui soit en rapport justement avec l'univers de Lovecraft. Vous verrez c'est qui en fait à la fin. Voilà, je dirai pas. Alors on va pas spoiler parce que vraiment ça, ce sont des BD qu'il faut lire et il y a vraiment des rebondissements qui sont hyper intéressants. Comme tu le disais, c'est d'abord pour les enfants, mais aussi nous en tant qu'adultes. C'est ça. De toute façon, dans toutes mes BD que je fais pour les enfants, il y a toujours un côté. Il y a un second degré de lecture pour les adultes. Idem pour de toute façon l'histoire de Castle Witch. Il y a aussi un second, un peu comme les films de Miyazaki. Il y a toujours un second degré très psychique, psychologique sur pourquoi les enfants ont besoin d'un ami imaginaire. C'est parce qu'ils ont tous un vécu un peu particulier et c'est pour ça qu'ils le gardent. Voilà. Oui, et puis finalement, c'est la société qui nous dit adultes de laisser cet univers imaginaire. Plus on grandit, plus on est beaucoup à le diminuer parce qu'on a des responsabilités. Mais peut-être que le monde se porterait mieux si on le gardait tous. En fait. Le petit Pépé, par exemple, dans le tome 2, il a toujours son ami imaginaire. Le petit Pépé, c'est moi, en fait. D'accord. Okay. Voilà. Comment il spoil direct ? Moi, j'ai lu que le tome 1, j'allais lire le tome 2. Ah, mais je t'ai dit qu'il y avait juste un Pépé. Comment je me fais spoiler ? Pardon. Alors, justement, tu en parlais. Toi, étant jeune, t'avais un ami imaginaire ou pas du tout ?
Si, oui, j'en avais un. Et il s'appelait comment ? Alors je me rappelle plus du tout, je crois qu'il n'avait pas de nom. Mais en fait c'était une peluche que j'avais et j'étais tout le temps avec lui. Voilà. C'était la bataille des planètes, donc peut-être que tu connais pas, tu es trop jeune. Ah, non. Oui, si, par rapport à moi, ouais. Donc c'était un dessin animé au moment de Goldorak, même un petit peu avant, et c'était le méchant dans la bataille des planètes que j'adorais. Et en fait, c'était mon copain, quoi. Alors, tu disais que tu avais des inspirations de Miyazaki, donc tout le côté japonisant, comme tu disais, avec Grandizer et autres et consorts. Quelles sont tes autres influences ? Moi, je lis de tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai des coups de cœur durant mes périodes de vie. C'est des comics, ça peut être du manga. Alors, en manga, Taniguchi. En comics, Sean Murphy. Oui, ça. Voilà. Là, tu parles à un spécialiste. Voilà, mais je suis un gros fan. Voilà, c'est ça. En BD européenne, y a Moebius, voilà, il y a Tarquin, Astérix quand j'étais petit. Mais je lis pas beaucoup de BD, mais quand je tombe, parce que je vais souvent en librairie, quand je tombe sur un truc qui m'interpelle, je le prends, je le lis. Le dernier truc qui m'a interpellé, c'était Son odeur après la pluie. Voilà, une magnifique BD d'histoire humaine avec un homme qui adopte un chien et une histoire d'amour en plus. Donc voilà, c'est des univers. Il y a aussi, comment il s'appelle, un Breton qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait fait une adaptation de Kenneth Graham en bande dessinée avec des animaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pareil. Et du coup, pourquoi avoir choisi là de parler de ces amis imaginaires qu'ont les enfants ? En fait, on avait travaillé avec Nicolas Jarry sur Brocéliande et il avait envie de continuer à travailler avec moi. Et donc, il m'a demandé ce que j'avais envie de faire. Moi, je voulais faire une BD jeunesse. On en a discuté. Il avait quelque chose dans ses tiroirs. Il a toujours quelque chose dans ses tiroirs. Hein. Il écrit. Il a plein de brouillons qu'il peut adapter à l'univers d'un auteur dessinateur. Et il m'a proposé ça. On a changé pas mal de choses. Le nom Castle Witch, il était déjà dans le scénario, mais c'est moi qui ai décidé. Je leur ai proposé d'en faire le titre parce que c'était génial comme titre. Et puis on a rajouté plein de trucs. Après les créatures, en fait c'est un peu moi qui les ai inventées par rapport à ce qu'ils me racontaient, mais c'est ce que je voulais savoir. Un ogre, ça vient de toi en fait. Les créatures, ça vient vraiment de toi. Il n'y a pas d'indication. Alors c'est comme le scénario, c'est-à-dire qu'en fait il me passe, quand on travaille ensemble, il me passe le scénario comme un roman presque, qui est découpé en cases bien sûr, mais il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'en fait c'est moi qui me fais mon storyboard. D'accord. Il me décrit un petit peu ce que ça peut être la créature, mais visuellement en fait, quand il me dit Hafnur, le gros du premier tome, c'est un ogre. Ça ressemble pas à un ogre vraiment, c'est un gros bonhomme bleu avec des cornes. Ça ressemble presque à une peluche en fait. Oui, c'est ça. Mais de base, c'est une peluche. Oui, c'est vrai. Voilà. Et d'où vient cette idée de mode combat que tu mets dans cette créature ? Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, lui et moi, avec les Pokémon, avec les Magic. Il y a cette inspiration-là de... Alors c'est pas une inspi, c'est plutôt une influence qu'on a. Mais c'était pas que Pokémon, il y avait d'autres trucs avant. Mais c'est pas vraiment comme des Pokémon parce qu'ils évoluent pas. C'est-à-dire que tu leur demandes, les enfants leur demandent mode combat, mais en même temps ils peuvent régresser en mode normal. Tu vois. C'est plus Digimon du coup. Ouais, c'est plus Digimon, ouais. Exactement, ouais. J'ai trouvé un autre fan. Parce qu'il a trouvé un fan de Digimon. C'est dingue ça. Alors je suis pas un énorme fan de Digimon, mais j'aime bien. Ouais. C'est obsessionnel. C'est mon fils qui m'a montré les Digimon, tu vois, par exemple. D'accord, donc tu te laisses aussi influencer par ton moi, fils. Je suis un geek, nerd, je regarde des dessins animés, des séries, je m'inspire de tout ce que je peux m'inspirer, je m'inspire. Hein. C'est comme ça que la créativité, elle naît. Hein. De toute façon, tu peux pas inventer quelque chose de totalement nouveau. Il faut absolument se nourrir des choses pour pouvoir inventer ton propre univers, justement. Et comme ça, tu parles aussi aux gens. Et justement, tu parlais de ton fils, tu lui as fait lire Castle Witch ? Oui, bien sûr. Hein. Et il en a pensé quoi, lui ? Il déteste, toujours. Hein, non, je déconne. Non, mais c'est possible. Non, il est dans son... Lui, c'est plus... mon fils, il dessine aussi. Et il a 22 ans maintenant, mais lui, il est plus dans l'univers un peu glauque, manga...
Donc pas du tout l'univers de Castle Witch. Il dessine comme moi, on a beaucoup de points communs avec mon fils, sauf que lui, il est très, très... moi, je suis très joyeux. Voilà. Lui, il est très glauque. c'est un millénial. Millennial. Voilà. Il est torturé, on va dire. Et le choix de l'épilogue à la fin des 2 premiers tomes, il vient d'où? Pourquoi pas avoir fait d'autres pages avec... C'était éditorial. De base, en fait, on avait signé pour 2 tomes de 90 pages. Ouais. Et on a changé de directeur de collection. Et quand le directeur de Delcourt a vu le projet, il a fait non, ça sera 3 tomes de 56 pages. Donc on a quand même perdu quelques pages là-dessus. Et donc, comme Nicolas voulait absolument que les pages BD qu'on ne pouvait pas faire, on les ait quand même à la fin de l'album. Il a quand même un certain poids chez Soleil Delcourt, Nicolas Jarry, il fait orc, elfe, gobelin, donc on ne pouvait pas lui refuser ça. Donc il a dit, on ne fait pas les pages, on économisait sur le salaire du dessinateur, pour quand même faire les épilogues à la fin. Mais j'ai quand même fait les petites illustrations. Voilà. Mais je trouvais que c'était dommage de ne pas inclure les personnages, justement. Oui, parce que c'est un choix un peu particulier, on le voit peu finalement de finir une bande dessinée qui est graphique avec justement ce texte. Ouais, j'aime bien mélanger les c'est bien, J'avais fait une BD, un album chez Jeunesse aux éditions Graines 2. C'est pareil, c'était un mélange de BD, de romans jeunesse, pour montrer aussi plein de façons de raconter. Mais on avait ça aussi dans les années 60 ou 50. De temps en temps dans les magazines. On avait des pages de BD avec de temps en temps un petit paragraphe qui se lisait. Voilà. Donc c'est des contraintes éditoriales qui ont fini à part faire ça. Mais voilà, on retombe toujours sur nos pieds. L'important c'est qu'on ait l'histoire en entier. Voilà. C'est dommage de couper. Donc c'était fini. Dès le début, vous saviez que ça serait quelque chose de fini assez rapidement, pas une série de 10 ou... Ah non, l'histoire, comme l'album que je fais actuellement, je sais quand ça se termine. Moi, je me vois pas faire des albums de 10-15 volumes. Moi, je suis abonné aux séries de 3 tomes ou d'albums simples. Là, actuellement, je fais un album simple. Un one-shot de 60 pages, mais voilà. Et tu peux nous dire un peu... sur quoi, oui? Alors ce sera pour les éditions Oxymore. C'est une BD toujours avec Nicolas Jarry, justement, on a discuté, qui s'appellera Le secret des libellules. Et c'est inspi Miyazaki. Voilà, et pareil avec 2 gamins qui sont à la campagne, avec des petites créatures dans la forêt. Ils ont loué une maison qui appartient à une vieille qui est à l'hôpital et qui est une sorcière. Voilà, c'est un mélange entre Chihiro, Totoro, Mononoke. J'ai cru que tu allais dire le tombeau des Lucioles là. Parce que non, mais il y a un petit côté dans l'histoire très triste. Moi, il m'a traumatisé ce truc. Après, oui, pareil, mais je suis Takahata, c'est pas trop mon truc. Après, chez Oxymore, c'est vrai que c'est une maison d'édition qui publie plutôt des choses pas poétiques, mais il y a quand même ce trait, ce dessin. Ouais, mais il n'y a pas que Oxymore. Mais en même temps, il y a Barbara Canepa. Enfin, c'est pas elle qui s'occupe de mon album, c'est Jean-Luc Istin et sa femme. J'ai oublié son nom. Enfin voilà quoi. Mais oui, ils ont plein de trucs très sympas. Mais il n'y a pas que. Il y a d'autres maisons d'édition qui font ça. Moi, je suis Nicolas Jarry, donc pour l'instant, Sylvain Cordurier aussi. Justement, c'est une question que je voulais te poser aussi. Comment ça se passe cette collaboration avec Nicolas, puisque ça fait un moment du coup que vous collaborez tous les deux? Ça fait 4 albums. Voilà, écoute, on s'entend super bien. Il adore que je lui envoie à chaque fois, même si mon éditeur me dit il y a ça à retoucher. À chaque fois que j'envoie des pages à Nico, pour lui, c'est parfait. Même si au niveau narratif, des fois, il y a toujours des petits retouches. Mais en fait, ce qu'il a dans la tête, je l'ai dans la mienne. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, vous vous complémentez tous les deux. Oui, c'est-à-dire que lui, il écrit bien les dialogues. J'adore ce qu'il écrit. Surtout que quand c'est des trucs... Brocéliande tome 7, c'était une belle histoire, triste. Et là, on a mélangé justement ce qu'on avait fait sur Castle Witch au niveau fantasy avec le Brocéliande tome 7, où il y a une histoire qui est très, très triste. Et on en a fait le secret des libellules. Mais voilà.
Et ça sort quand, le secret des libellules, juste pour nos auditeurs? Je suis au début là. Voilà, je suis à la 15e page de board. J'ai commencé les 5 premières pages. Ça sera du crayonné, il n'y a pas d'ancrage. Pour le coup, il n'y aura pas d'ancrage. Je fais un crayonné poussé. Et il y a Sandrine Cordurier qui continue à faire les couleurs, là, qui fera de l'aquarelle numérique par-dessus. Donc ça sera très Miyazaki dans l'aspect. Voilà. Et puis voilà, quoi. Et puis s'ils veulent voir, moi j'ai une chaîne Twitch, donc ils peuvent me voir travailler tous les jours en direct. C'est quoi le nom de la chaîne Twitch? Fanfan Gomez. Voilà, sur les réseaux. Moi je suis très actif, je suis hyper actif. Donc, amis auditeurs, n'hésitez pas en tout cas. Merci François d'avoir répondu à nos questions. On te remercie également pour ce tome 3 de Castle Witch qui clôture du coup l'épisode, enfin l'épopée. Tu me remercieras quand tu l'auras lu. Ouais, bah, j'ai les 3 là. D'accord. J'ai lu le premier, j'ai tout de suite foncé acheter les 2 autres. Mais voilà, merci en tout cas François d'avoir répondu à nos questions. L'antre du geek sur Happiness. Toujours en direct de la Halle aux Bulles de Bresle, de cette salle, au plein milieu de cette salle, Robert Gourdin, et nous recevons Loïc Dauvilliers. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors tu es avec nous pour présenter ton nouvel album, Myrmidon au pays des ninjas. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Myrmidon ? Eh oui, Myrmidon c'est une bande dessinée à la jeunesse, mais quand on dit la jeunesse c'est 2 ans. C'est vraiment pour les tout petits, avec un questionnement sur... si on veut des lecteurs de demain en bande dessinée, il faut qu'on amène les plus jeunes à la bande dessinée. Et il existe très peu de bandes dessinées pour les tout petits. C'est-à-dire on va avoir de la bande dessinée pour les 6 ans, pour les 7 ans. Or, la lecture de l'image, on peut l'aborder très très tôt. Donc voilà, c'était le but de Myrmidon. Et après, c'est des aventures diverses et variées. Est-ce que vous voulez que je vous parle du concept ? Oui, c'est pas compliqué, c'est un petit garçon qui trouve un costume, il enfile son costume et à partir de ce moment-là, il rentre dans l'univers. Donc s'il enfile un costume de cosmonaute, il va aller dans l'espace. S'il enfile un costume là, de ninja, comme c'est le cas là pour celui-ci, il va d'un seul coup partir au Japon et à vivre son aventure. Comme un enfant qui joue, vous savez, quand on est en train de regarder un enfant, on dit « Oh, il est en train de jouer aux voitures ». Non, il n'est pas en train de jouer aux voitures, il conduit la voiture. Oui, il s'imagine au volant en train de faire Fast and Furious, mais dans sa chambre. Exactement. Et donc c'est ce principe de se dire à partir du moment où j'ai enfilé mon costume, je suis plus le petit garçon dans mon monde réel, mais dans mon univers que je me construis. Et d'ailleurs, il y a ce contraste dans le dessin entre la réalité et l'imaginaire de l'enfant qui est représenté par un dessin vraiment quelque chose de plus dessiné, de plus crayonné, à la différence de la réalité. La grosse bascule, elle se fait sur les couleurs. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre du fantasme, c'est un trait qui est mis en couleur. Et il n'y a pas de masse. Les masses, c'est quand on remplit au crayon de couleur à l'intérieur le personnage. Tout ce qui est de l'ordre du... Par exemple, dans les ninjas, il va y avoir un dragon à un moment donné. Le dragon, en fait, toutes les écailles sont dessinées, mais il n'y a pas de masse pour représenter l'écaille. Et c'est un code graphique qui permet dans chaque aventure de comprendre où est la réalité et où elle n'est pas. Et comment tu trouves ces inspirations ? Est-ce que c'est parce que tu as gardé ta part d'enfant ? Est-ce que tu as un enfant toi-même que tu regardes jouer ? Alors j'ai pas qu'un enfant. C'est pas dans le sens j'ai pas qu'un enfant, c'est-à-dire je regarde les enfants, ça c'est évident. Parce que écrire, c'est d'abord de l'observation. Et puis bien sûr, je pense qu'on a tous une âme d'enfant. La différence, c'est que les auteurs ont continué à le cultiver. Moi, quand un enfant me demande quel est mon métier, je dis je joue au Playmobil. Oui, j'aimerais bien. Playmobil, en avant les histoires. Ouais. J'avoue que c'est un métier qui a l'air intéressant quand même. On gagne bien en tant que joueur de Playmobil ou pas du tout ? En fait, tout dépend du niveau de ses ventes. C'est-à-dire si vous avez des grosses ventes, vous allez gagner beaucoup d'argent puisque tout ça c'est proportionnel à vos ventes. Moi personnellement, je me plains pas de... voilà. Et un concept comme ça, l'idée de base, quand on va voir un éditeur, on s'y prend comment en fait ? Comment on arrive à convaincre l'éditeur de dire je vais proposer quelque chose pour les 2 ans qui va parler de l'imaginaire des enfants, enfin ce que tu viens de faire avec nous ici qui nous convainc, mais comment on arrive à convaincre l'éditeur en gros ? Alors déjà avant d'arriver à Myrmidon, il y a un parcours. Oui, il y a tout ce qui est c'est-à-dire avant, qu'il y a 80 albums bien sûr. Qui ont été publiés et sur lesquels j'ai eu la chance de pouvoir être publié à l'étranger et de rencontrer quelques succès publics. Bien sûr. Je prends l'exemple de L'Enfant Caché qui a été pris Yad Vashem par exemple. C'est une vente de 45 000 albums. Ouais. Donc quand vous arrivez après avec un projet et que vous montrez, il y a plus d'attention qu'un jeune dessinateur ou une jeune dessinatrice qui n'a jamais rien fait, qui pose ce projet. Là en plus, il y a un autre aspect, c'est que donc les éditions, c'est les éditions de la Gouttière.
éditeur Picard, puisqu'ils sont à Amiens, que c'est ni plus ni moins que l'association d'un marché sur la bulle qui organise le festival d'Amiens, et sur lequel on est en contact ensemble depuis la création du festival. Donc on se connaît, on s'apprécie, donc il est plus facile d'aborder un éditeur lorsqu'il y a déjà des connexions qui sont faites. Donc j'ai expliqué la démarche, ils l'ont comprise, il a fallu un moment pour pouvoir l'intégrer dans une démarche commerciale, parce que le livre c'est aussi de la vente, c'est comment on va pouvoir le vendre. Mais c'était là ma question en fait, c'est comment on arrive à... Après c'est comme tout, c'est-à-dire que être auteur, vous avez dû recevoir des auteurs avant, il y a la fibre artistique, mais à un moment donné il ne faut pas oublier qu'on s'inscrit, notre œuvre s'inscrit dans une démarche de vente multiple. C'est-à-dire si j'étais peintre, je fais un tableau, j'accroche ce tableau, je le vends une fois, c'est fait. Là, la vente, elle va se faire par le multiple, par le fait qu'il y ait... Et donc, comment l'industrie du livre peut capter ça ? C'est pas évident, mais ils se battent. Ils se battent et on y arrive. Il est traduit en Chine, par exemple, Myrmidon. Ils se sont battus pour aller le traduire en Chine. Puis au niveau du texte, c'est compliqué à traduire, donc ça tombe bien. Ouais. Alors, ça peut être plus compliqué parce que vous avez des codes en Chine où ils vous demandent des corrections. Alors, c'est pas arrivé sur Myrmidon, mais j'ai d'autres albums. Par exemple, s'il devait y avoir du sang, c'est impossible. Une bagarre entre deux personnages, c'est impossible. Il y a plein de codes comme ça sur lesquels les Chinois demandent des modifications. Donc c'est pas si évident, même si c'est du sans texte. Alors justement, quand on voit un peu ta bibliographie, tu n'as pas fait que Myrmidon, mais comment tu es passé de, par exemple, Oliver Twist, que tu as fait, à Myrmidon ? Comme vous passez d'un documentaire sur Arte à une série sur Netflix. C'est-à-dire, nous sommes multiples. On peut jouer avec un enfant le matin et l'après-midi aller se taper un tarot avec des adultes. On n'est pas qu'un, on est multiples. L'écriture, c'est un peu pareil en fait. Qu'est-ce que c'est écrire ? Écrire, c'est de la générosité, c'est de la prétention. Générosité de se dire j'ai quelque chose à raconter et je vais le livrer. Et prétention de croire que ça va intéresser quelqu'un. Mais par contre, des choses qu'on a à dire, on a aussi bien à les dire avec les enfants qu'on a avec les adultes. Donc en fait, à partir du moment où vous avez défini le cadre de vos lecteurs, entre guillemets, à qui je veux m'adresser, vous adaptez votre vocabulaire. Mais comme on fait dans la vie. Donc là, si je comprends bien, tu as aussi d'autres projets en cours que Myrmidon, mais qui vont s'adresser à un autre public ? Alors oui, j'ai d'autres projets en cours. Il s'avère que je ne vis pas que du livre, puisque moi je ne me définis pas comme un scénariste de bande dessinée, mais comme un raconteur d'histoire. J'ai vu que dans la biographie, il y avait un peu de films d'animation. Oui, j'ai fait la série Monsieur Lapin, on l'a faite, là vous pouvez la voir sur Prime Video en ce moment. Elle est sur Prime Video, c'est une série qui fait le tour du monde, en fait, parce qu'elle est sans texte aussi. Donc il y a de l'animation, il y a de la musique, je suis musicien, je tourne aussi en tant que musicien. Il y a une compagnie de théâtre dessiné, il y a plusieurs activités, donc il n'y a pas que ça. Donc, en fait, mon temps d'écriture, je le consacre maintenant vraiment à des espaces quand j'ai vraiment un projet que je porte et que je veux porter. Donc des projets, il y a 2 autres Myrmidons qui sont déjà sur le feu. Là, je fais un projet assez fou, c'est un peu de la niche. On connaît tous la pédale Wawa. Oui. Ok, mais on ne sait pas d'où elle vient. Ah, c'est vrai, tiens. Ouais. En fait, elle vient des amplis des Beatles. D'accord. Donc, je vous explique rapidement. 64, les Beatles partent aux États-Unis. C'est des inconnus là-bas. Ils arrivent, ils commencent à jouer et là, ça devient explosion des Beatles aux États-Unis. Donc, tous les musiciens qui sont là-bas disent nous, on veut l'ampli des Beatles, on veut la guitare des Beatles. Oui. Donc voilà. Pour l'ampli, c'est un AC30 de chez Vox. Alors, il faut s'imaginer qu'ils jouaient dans les stades et que AC30, ça veut dire 30 watts. Ah oui. Ça vous dit un peu de ce qu'on pouvait entendre réellement dans le stade. Et donc, Vox est une société anglaise. Elle se dit, il faut importer vite les amplis aux États-Unis. Mais c'est pas possible. Quand on est en 1964, ça se fait pas comme aujourd'hui. Donc ils disent, c'est pas grave. On envoie un ampli, ils vont le démonter, ils vont faire les schémas et ils vont les monter sur place. Et là, le mec qui démonte, il dit ouais, mais il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on vende ça moins cher. Et il y a un petit module qui s'appelle un booster de médium. Un booster de médium, c'est comme si vous aviez un égaliseur et vous boostez les médiums au niveau de l'égaliseur. Ça servait à quoi ? C'est quand il y avait un solo, on mettait le booster de médium et on sortait du mix, qu'on appelle sortir du mix. Et donc, ce petit appareil, il y a un bouton pour faire on-off. C'est bête, hein ? Ça coûte $3 à l'époque. Et le mec dit, si je mets un potentiomètre, ça va coûter 30 centimes. C'est pas centimes, c'est 30 cents. 30 cents, voilà. 30 cents. Donc on va mettre un potentiomètre.
Et là, il y en a un qui joue de la guitare et l'autre qui s'amuse non pas à faire 0-1, c'est-à-dire mettre le potentiomètre à fond, pas du tout, mais qui s'amuse à faire ouin, 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 et ça fait ouah, ouah. D'accord. Et l'effet n'est comme ça. Donc en ce moment, je m'intéresse à l'impact de l'évolution de la technologie sur nos musiques. Ça paraît un truc con, mais le vocodeur, voilà, quand on voit l'impact du vocodeur aujourd'hui, on se dit mais d'où ça vient ? L'idée est de faire une bande dessinée sur justement toute cette évolution de la musique à partir de 1905, comment on est le son, comment on dessine le son de la guitare électrique. J'associe ma passion pour la guitare électrique et pour les instruments de musique avec ma passion pour la bande dessinée. Et ça fait combien de temps que tu es sur ce projet ? Alors ce projet-là il est tout neuf, il a 6 mois et il est déjà bien parti. Et tu espères le sortir dans j'en sais pas, je me fixe pas de date. Là j'ai un projet, ça fait 12 ans que je suis dessus, il sortira certainement l'année prochaine. Il y a un projet de jeu pour les enfants, d'apprendre à faire de la bande dessinée par le jeu à partir d'un livre. Voilà, on se pose pas... Enfin, la bande dessinée, il faut se dire que c'est un médium, vous gagnez de l'argent si vous sortez des livres. À partir du moment où votre économie, c'est-à-dire ce que vous rentrez tous les mois, ne dépend pas du nombre de livres que vous sortez dans l'année, vous avez la liberté. Donc, nos amis auditeurs, n'hésitez pas. Myrmidon au pays des ninjas. Et les prochains Myrmidons, est-ce qu'on peut savoir le titre ? Bien sûr, ça sera un sorcière et ça sera un jardinier. Jardinier. Ouais. Ça va être sympa, ça, tiens. Ouais. Ça peut peut-être, je sais pas, donner des vocations à nos enfants. Qui sait, mais sorcière aussi peut-être. Comme disait la fille d'une amie, je veux bien être dragonnière, même si je sais que c'est un métier qui n'existe pas. Voilà, pourquoi Très pas. bien, C'est parfait. Merci en tout cas Loïc d'avoir répondu à nos questions. C'est l'antre du geek sur Happiness. Toujours en direct de la salle Robert Gourdin pour cette émission spéciale de l'antre du geek durant cette 6e édition de la Halle aux Bulles de Bresles. Et nous recevons actuellement Afif Khaled. Afif, bonjour. Alors tu es parmi nous pour présenter ton nouvel album qui est Jupiter. Oui. Alors c'est un album un peu particulier puisqu'ici on est dans de l'explication en fait, dans de la vulgarisation, si je comprends bien. Exactement, ouais. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement le principe de Jupiter ? Alors c'est Jupiter, c'est le 2e tome de 8 tomes à paraître chez Glénat et le but en fait justement c'est par le biais d'une intrigue science-fiction on apprend ce que les planètes visitées par les héros de la BD. Alors d'ailleurs ces héros qui sont accompagnés par un extraterrestre. Exactement, c'est lui qui apporte l'intrigue justement. Alors pourquoi avoir choisi d'intégrer un extraterrestre ? C'est l'extraterrestre, lui, c'est le point de vue qu'il peut avoir justement extérieur sur notre manière de se comporter vis-à-vis de notre planète par exemple. Et c'est lui qui nous permet aussi de voyager en temps réel. C'est lui qui apporte la science pour pouvoir passer d'une planète à l'autre sans mettre 10 000 ans. Donc voilà, c'est le côté cohérent, pas cohérent. Donc, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce thème des planètes ? La thématique, elle est venue à moi en fait. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi les. Oui, pourquoi t'es allé à cette thématique ? Pourquoi elle est venue à toi ? C'est mon univers peut-être qui. J'ai un univers très comics et science-fiction et cette thématique-là m'a rappelé un peu Il était une fois l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est apprendre en s'amusant et par le biais du dessin animé. Et je voyais ça plutôt comme ça. Ouais. Moi, Il était une fois l'homme et Il était une fois l'espace. Donc tu avais une volonté d'apprendre. D'apprendre en même temps que les lecteurs quasiment, parce que je ne suis pas scientifique et plutôt auteur de BD. Et donc du coup apprendre de ce qu'on apprend. Enfin, c'est une participation avec des auteurs qui étaient connaisseurs. Donc oui, j'apprenais en même temps en fait. D'ailleurs, ça a dû te demander un gros travail parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses très poussées dans cette BD. Ah oui, alors poussé parce que l'Observatoire de Paris était aussi là comme caution scientifique. Ah, t'étais surveillé quoi. Oui, un petit peu, plus les scénaristes que les auteurs de BD, mais oui, les scénaristes, eux, étaient là pour... oui, il y avait l'Observatoire qui était en collab avec nous. C'était ça qui rendait le projet vraiment très chouette, quoi. Alors tu as des différentes inspirations. Tu as travaillé notamment pour Métal Hurlant. Oui.
Qu'est-ce que t'as apporté ce travail avec Métal Hurlant, parce qu'on sait que c'est un magazine de bande dessinée très particulier, très connu dans l'univers de la bande dessinée. Ah oui, je suis né avec. Donc l'année de Métal Hurlant, je suis né en 74, c'était l'année de la naissance de Métal Hurlant, et en fait tous les auteurs qui sont passés par Métal Hurlant sont nos maîtres à tous. Donc quelque part c'est un peu touché un peu le rêve de gosse qu'on a été. Et qu'est-ce que ça a apporté Métal Hurlant ? Moi je lisais des comics. Faire du comics en France c'est très compliqué. C'est pas notre religion. Donc on lit ce qui est américain, et là Métal Hurlant offrait la possibilité de travailler avec des auteurs américains, et en ça on pouvait s'approcher un peu plus de ce qu'on aimait quand on était gamin. Donc moi le comics, donc j'ai pu un peu essayer d'en faire, vu que j'en fais pas vraiment. Et justement, c'est du franco-belge, quoi. Le comics maintenant commence à prendre une part de plus en plus importante en France. Grâce au film. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu estimes que c'est une bonne chose ou pas ? Alors, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est pas possible. Moi, le comics, c'est pas que des gens qui sont en slip et qui se baladent musclés. En fait, ça apporte beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien Luke Cage quand j'étais gamin. Ça parlait du racisme. Pareil pour les X-Men qui étaient là aussi. Le racisme, je le retrouvais très 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 souvent dans les thématiques comics. Donc, il y a une double lecture. Il y a ceux qui voient ça comme des gens qui aiment la bagarre. Et il y a les autres qui c'est des faits de société, quoi. Donc Peter Parker, c'était aussi un gamin un peu perdu qui n'arrivait pas à gagner de la thune en étant étudiant, et malgré ses grandes responsabilités, il arrivait à essayer de comprendre comment la vie fonctionnait, quoi. Donc moi je m'appropriais vachement plus. Moi j'étais plus proche de Peter Parker que de Tintin, quoi. Damien aussi, ça tombe bien, c'est un grand fan de comics. Les auditeurs de l'Entre du Geek connaissent, parce qu'on fait beaucoup de comics, et ils savent qu'en dehors de juste Marvel et DC, il y a aussi d'autres comics, il y a aussi d'autres choses, et bien que sûr, la BD américaine apporte quelque chose. Énormément, ouais. Oui. Quand on essaye de comprendre ce que les scénaristes et les dessinateurs essayent de faire passer comme message, ce qui était souvent le cas, en fait, c'était souvent des messages qui étaient là, quoi. On abordait tous les sujets, la drogue, plein de choses, quoi. Donc c'était ça que je trouvais chouette, quoi, en fait. Et donc, du coup, quels sont tes futurs projets ? J'imagine que tu vas continuer du coup cette exploration spatiale. Ah oui, bien sûr. Là, il y a Vénus qui va sortir prochainement. C'est un deuxième tome que je fais, donc normalement c'est le 6. Le 6. Numéro 6, je dis peut-être une bêtise, mais oui. J'avais la date des sorties après, là je vais regarder. Comment ? J'avais la date des sorties en même temps. Voilà. C'est le 7e ? Le 7e, alors. Donc du coup le 7e, donc, qui est terminé et qui va sortir. Non, si, le 6. C'est moi qui dis une bêtise. D'accord. Oui, bien sûr, toujours des projets en cours. Comme un auteur de BD ne reste jamais... oui, il y a un projet qui est en train de se finir chez Grand Angle, qui s'appelle Baïkonour, qui est plutôt pas de la SF, mais plutôt du thriller. Et bien sûr d'autres projets qui arrivent, comme tout auteur qui se respecte. Comment on fait pour bosser avec d'autres illustrateurs, d'autres dessinateurs, parce que tu n'as pas fait tous les albums de la série, il me semble. Donc comment on fait pour garder une espèce de cohérence Alors, c'est un peu particulier. Beaucoup d'auteurs n'aiment pas travailler avec d'autres auteurs. Ils aiment bien s'approprier, c'est ma chose. Donc du coup, non, moi c'est tout le contraire. C'est l'école vraiment comics. Très collaboratif. J'adore ça, parce que l'autre auteur m'apporte aussi des choses. En fait, c'est un apprentissage sans fin. On a toujours soif de copier l'autre, faire comme l'autre, et de comprendre comment travaille l'autre. Et en fait, c'est ça qui nous fait tous plus ou moins avancer, quoi. Donc faire mieux même que l'autre. Si possible, mais même si on est des frustrés, on est tous là, on aimerait tous être Moeb, mais donc on essaye s'il y avait moyen de disséquer ce qu'il avait dans le cerveau, ça serait génial. Donc c'est un peu ça en fait. On a envie d'être plus performant. Donc travailler avec quelqu'un, ça m'apporte quelque chose. J'adorerais faire que ça en fait. Donc c'est pas me l'approprier, c'est pas possible, s'approprier quelque chose tout seul. Pour moi, c'est plus personnel. Le jour où je voudrais faire un truc intimiste, peut-être que là oui, mais là non, c'est pas le cas. C'est intéressant comme vision. Merci en tout cas Afif d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présent. Alors j'imagine qu'on a beaucoup, alors je suis désolé à nos amis auditeurs là, qui sont dans les files d'attente et qui attendent. Qu'est-ce que ça fait d'être face à ces fans, à ces lecteurs
C'est génial parce que en fait beaucoup sont là pour découvrir, ils ne connaissent pas forcément son travail. Nous on est là pour un peu essayer d'avoir un contact parce on vit tous dans une grotte, un peu autiste sur les bords et on aime bien avoir ce contact pour comprendre s'ils aiment ou pas le travail qui a été fourni en fait. Donc c'est super chouette. En tout cas, amis auditeurs, n'hésitez pas à Fifralet qui est présent ici à la Halle aux Bulles de Bresles pour des dédicaces. Venez nombreux. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent à l'Entre du Geek. Au revoir. C'est l'Entre du Geek sur Happiness. Toujours en direct de la 6e édition de la Halle aux Bulles de Bresles, en direct de la salle Robert Gourdin. Et j'ai notamment toujours avec moi Baptiste et Sabrina. Et oui, ça va tout le monde ? Ah oui, on est encore là. Alors on était censé être là jusqu'à 16h, mais on va pousser un peu. Hein. J'ai envoyé un petit message à la direction d'Happiness. Le directeur technique m'a dit vas-y Damien, l'Entre du Geek, on peut le pousser un petit peu. Donc on poussera un petit peu. Voilà. Parce qu'en fait, on a voulu absolument participer au quiz numérique sur la bande dessinée que nous propose la Halle aux Bulles de Bresles. Celui où tu arrives 4e chaque année. Celui où j'arrive 4e chaque année. Ça va faire plaisir à Steve parce que pendant les interviews, il était là à demander si son quiz qu'il a travaillé sera diffusé. Donc là, il est hyper ravi que son quiz soit diffusé dans l'Entre du Geek. Donc voilà, restez avec nous. On va vous présenter les questions. On va tenter de répondre. Parce que voilà, je vous explique un peu le principe. Il y a des questions qui vont être diffusées sur l'écran géant qu'il y a juste devant nous. On va vous les lire, ces questions, pour que vous puissiez jouer avec vous à la maison. Il faut rappeler qu'elles sont en lien avec la bande dessinée, évidemment, mais avec la thématique de cette édition, donc l'espace. Donc ça suppose une culture générale quand même conséquente sur le domaine. Et on fait gagner une voiture à un auditeur qui trouve la bonne réponse. Non, c'est une blague. Non. Ce sera la Peugeot de Damien. Alors je ne vous la conseille pas, elle a 360 000 km. Elle a pris un peu cher, elle a une vingtaine d'années presque, donc voilà. Mais ne faites pas comme Damien, du coup, moralité, conduisez avec modération. Il y a des limitations de vitesse qui existent, un code de la route qui existe. On va être très honnête. Alors, je veux éviter tout problème avec la maréchaussée. Non, je conduis. La maréchaussée. Et puis tout à l'heure, une Marie Pervenche va venir te verbaliser, Damien. Ce n'est pas bien de dire ce genre de choses, Sabrina. La sécurité routière, c'est très important et je conduis en respectant les limitations de vitesse. Toujours. Coup, ce quiz qui est en train de se mettre en place. J'ai pas caouté. Vous voulez carrément participer au on va jouer en même temps. Ah ouais, ça la joue comme déjà, ça. Déjà, je rappelle aux auditeurs de l'Entre du Geek que celui qui a gagné mercredi, même s'il était là par procuration, c'est moi, puisque j'ai eu toutes les réponses. Donc ça ne compte pas. D'ailleurs, ça, on en reparlera hors antenne, parce que ces messages que vous envoyez avec Laura pour tenter de tricher, je trouve ça déplorable. Non, c'est pas à Laura qu'on envoie les messages, je l'envoie sur notre groupe commun et j'essaie de donner la réponse, j'essaie de t'interpeller pour montrer que j'ai la réponse avant tout le monde. Schroeder, sans déconner, ils n'ont pas trouvé Schroeder. Schroeder, pardon, ils n'ont pas trouvé Schroeder. Le but était d'accueillir notre nouveau chroniqueur, Benoît, qui doit se mettre dans le bain, de laisser un peu à Steve le temps de répondre. Mais on voit que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent, notamment, je vois Fort en Pomme. On est Fort en Pomme. Voilà, c'est Fort en Pomme, si tu nous écoutes, voilà, on te salue. Rien que pour la référence à Kaamelott, voilà, c'est magnifique. On va avoir également, après ce quiz, on aura Johan Cavage qui viendra en interview pour nous parler de son roman graphique Fantasy et Alma, ce double roman graphique en fait, dont on a déjà parlé l'année dernière dans l'Entre du Geek, mais voilà, on voulait revenir dessus parce que c'est un peu devenu notre poteau. Et puis il nous a marqué. On va être très honnête, c'est un roman qui nous a beaucoup marqué. Alors Moundir est très très bien, hein, on l'a évoqué dans une précédente interview. Fantasy aussi, extrêmement bien. Et puis on a un auteur qui est hyper sympa, donc vous allez le voir après le quiz à l'antenne. Vous allez voir qu'on va passer un bon moment avec Johan Cavage. Voilà, et donc ce quiz qui va bientôt avoir lieu, donc sur la bande dessinée, sur l'espace. Bien évidemment, je préviens tout de suite mes chroniqueurs, il est hors de question qu'on utilise Google ou autre pour tricher. Jamais. D'autant plus que je vous rappelle, c'est un test de rapidité. Non, mais personne ne triche. C'est une ignominie de tricher à un quiz de culture générale. Alors moi, je ne pourrais pas jouer. Voilà. Parce que tu n'as pas de culture générale. Non, parce que parce que tu n'as pas de téléphone. Je n'ai pas d'accès là. À moins que... Non, mais je n'ai pas d'accès, donc je ne vais pas pouvoir jouer. Ça va être compliqué. Alors là, on voit que le quiz attire énormément de monde.
la foule du salon s'est ruée. La compétition est toujours chez l'être humain quelque chose d'important. Surtout quand il y a des choses à gagner, ça devient féroce. Et une voiture, la voiture de Damien. La Peugeot. La Peugeot noire à moitié en miettes, on va dire. Non, bon, c'est pas la peine, je ne pourrais pas vous rejoindre. Sinon, Baptiste a une voiture blanche très sympathique garée pas très loin de la Lobule. Non, c'est Laura qui est venue avec. Moi, je suis venu avec ma petite voiture toute mimi qui vous amènera pas bien loin. Parce qu'elle est toute petite. Du coup, on peut récupérer la voiture de Laura, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Par contre, on va pouvoir un peu parler aussi en attendant de la semaine prochaine de l'Entre du Geek, puisqu'il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de sujets. Notamment, on reviendra sur le Nintendo Direct qui s'est passé il y a quelques jours et qui a fait grand bruit, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces, dont notamment un certain Pokopédia, dont je vous parlerai, qui est très très intéressant. Un nouveau Mario aussi, Mario Galaxy. Il y a eu plein de choses. Baptiste, toi tu nous parleras de jeux de société. Ouais, je parlerai d'un jeu là, qu'on a eu cet été qui s'appelle Wondrous Creature, qui est un jeu qui va rappeler un peu Pokémon, vous verrez pourquoi. Et on l'a testé, il est vraiment top, franchement. Alors ça va faire un pied de nez à ce que vous avez dit mercredi sur la surconsommation de jeux de société, mais celui-là il faut se le procurer parce qu'il est vraiment cool. Et on aura également Rémi Bernard qui viendra nous parler de son nouveau jeu qui vient de sortir, Shoot Suite, qui est un jeu totalement isarien, très sympa, qu'on a pu tester avec Baptiste et d'ailleurs avec avec ton fils Arthur. Donc comme quoi c'est un jeu qui est vraiment accessible à toute la famille. Donc restez connectés avec nous sur Happiness, happinessradio.fr, mercredi de 19h à 21h pour un nouvel épisode de l'Entre du Geek. Et puis sinon c'est en podcast tout ça. Exactement, c'est en podcast sur Apple Music, sur Spotify, Deezer, YouTube Music et également sur le site internet happinessradio.fr. On est vraiment partout, à un tel point qu'on nous dit qu'on est peut-être un peu trop partout. Je sais pas. Amis auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous dire ce que vous en pensez. Sur le fait qu'on soit partout, sur l'émission de la semaine prochaine. Sur les deux. D'accord. Voilà, on va vraiment. Allez-y, envoyez-nous des messages. On est là, on vous répondra sans problème. Et ce quiz qui met du temps à arriver. Parce que la masse afflue, les gens se connectent. C'est le temps que tout le monde ait le temps de se connecter sur l'appli Kahoot. Parce que ça nous permet d'être en multijoueur. Ce qui est dommage, c'est que moi je n'arrive pas à me connecter. C'est vraiment dommage. C'est ballot. Tu veux mon portable ? Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est bloqué, ça commence. C'est bloqué. C'est parti. Alors, avec cette première question, Sabrina qui se déplace pour pouvoir voir correctement la question. Et attention, c'est parti pour cette première question. Et on commence dans la combi de Thomas Pesquet. Est un album de... Alors, soit Lisa Mandel, Héloïse Chauchois, Marion Montaigne ou Pénélope Bagieux. Sabrina, ça ne sert à rien de me demander, je ne sais absolument pas. Je te rappelle que c'est un test de rapidité, donc il faut être rapide. Moi j'ai répondu vite, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Alors, je voulais juste que tu participes avec moi, donc ça ne serait rien de me rabaisser à l'antenne. Je voulais être juste sympa avec toi. C'était donc un album de Marion Montaigne. Et voilà, 1 point for me. Et moi, je n'ai pas le point. Voilà, donc ça commence bien déjà. Mais c'est vrai que c'est tout de suite dur, je trouve. C'est un truc dur. Ils ont décidé de voilà, c'était pas pour tout le monde. C'était pas si dur que ça. On voit tous l'album, mais c'est vrai que malheureusement, les auteurs et les illustrateurs, on a moins tendance à connaître le nom. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus confidentiel. Je suis 10e. 10e, c'est bien Sabrina. C'est bien. Je suis 30e. Sur 30. Non, on n'est pas 30. 40. Vous êtes 40, Baptiste. C'est bon, je suis pas dernier. Voilà. Je sais que Laura l'a pas eu ça aussi. Voilà, la nouvelle question qui va pas tarder à arriver. D'ailleurs, Laura aurait pu venir nous directement jouer avec nous. Nos chroniqueurs sont bien évidemment les bienvenus. Prochaine question qui va pas tarder à arriver. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Baptiste, ces albums, on voit les couvertures, mais on voit pas forcément les auteurs. Deuxième question. Surtout sur les one-shots. Lancé en 90, que nous a permis de découvrir le télescope Hubble en seulement 35 ans. Est-ce que c'est que l'univers se rétracte de plus en plus rapidement ? Est-ce que c'est qu'il existe au moins des centaines de milliards de galaxies ? Que les trous noirs supermassifs n'existent pas ou que Tintin n'a jamais marché sur la Lune ? Je crois que Tintin n'a jamais marché sur la Lune. Ouais, je crois. Mais je pense... Je suis pas sûr que ce soit la découverte du télescope Hubble. Moi, je crois qu'il existe des centaines de milliards de galaxies. Et oui, en effet, c'est la bonne réponse. Bouillage, j'ai gagné une place, je suis 9e. Bouh. Alors moi, je suis 34e, j'en ai perdu 4. Baptiste n'a toujours aucune réponse. Ça me ressemble pas, d'habitude j'ai des réponses. Quand on triche pas, c'est quand même tout de suite plus difficile. Je ne triche pas, j'ai une culture grande. Ouais. Qui ne se vérifie pas cet après-midi. Là pour l'instant non, mais il n'y a que 2 questions, calme-toi. Non mais voilà, tout de suite dès que ça part dans les trucs scientifiques, on perd Baptiste. Voilà, moi je dois l'avouer. Le télescope Hubble qui nous a montré qu'il y avait on ne savait pas avant ça.
Si, mais non, pas ça a conforté, en fait, ça a donné la certitude. Tu vois, avant, c'était théorique, il me semble. C'est ça. Alors, je n'ai pas encore les trucs sous les yeux, je n'ai pas la réponse exacte sous les yeux, mais je crois qu'en effet, c'était une théorie qui a été confirmée ensuite par le télescope Hubble. Juste pour info, la première question, je l'ai fait au pif. Je savais juste que c'était pas Pénélope Bagieux. Et les trous noirs, moi c'était la seule que je connaissais comme donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors vrai ou faux, la galaxie dans laquelle nous vivons s'appelle la galaxie d'Andromède. Alors là, nos amis fans de Saint Seiya réagiront tout de suite. Et la galaxie d'Andromède, est-ce que c'est le nom de cette galaxie? Vrai, faux? Damien, il a la réponse. Ah, moi j'ai la réponse, bien évidemment que j'ai la réponse. Alors, la réponse est faux puisqu'on c'est la Voie lactée. En effet, on est dans la Voie lactée, qui tient son nom de sa couleur blanche, qui fait qu'on a cette impression que c'est un nuage de lait. C'est à cause du sein d'Héra, parce que Héraclès a mordu dans le sein de la déesse Héra, ce qui a donné la Voie lactée. 25e. Exactement. Je suis 6e, work in progress. Sabrina qui remonte et Baptiste aussi, mais Baptiste il a encore beaucoup de chemin à mais faire. il y a quoi? Il y a 12 questions je ne sais absolument pas. Alors moi je suis 6e pour le moment, il est vrai que très vite je vais me... Ah, tiens, Laura qui arrive, et Laura qui va pouvoir jouer avec nous. Vas-y, installe-toi. Tu vas pouvoir jouer avec Arthur aussi, ton fils. Donc, mets le casque. Bonjour Arthur, est-ce que tu peux dire bonjour dans le micro, Arthur? Tu peux dire bonjour? Bonjour. Bonjour à tous. Alors Laura qui, comme d'hab, arrive en retard. Cette semaine, c'est tout ce qu'elle sait faire, arriver en retard. Prochaine question. Laura, tu es combien actuellement sur Je suis 10e, je suis nulle. Non mais c'est pas possible. Je suis 6e, wouhou. Je suis 25e. Il y a 5 minutes, il était Prochaine 35e. question. En manga, quelle série de science-fiction raconte l'histoire d'Ashimaki, un récupérateur de débris spatiaux? Là, je vous avoue que je ne sais pas. Soit Space Punch de SD, soit 2001 Night Stories de Yukinobu Oshino, Astra Lost in Space de Kenta Shinohara, je ne l'aurais pas. Ou Planète de Makoto Yukimura. J'ai envie de dire juste Space Punch de SD, mais par hasard total. Moi j'ai mis Astra. Ah bah j'ai mis pareil que toi, et c'est pas ça. C'est Planète. Moi j'ai mis Astra aussi. C'est Planète de Makoto Je suis redescendu à la 30e place. Oh, je suis que 8e. Je suis derrière Nico Moi le je suis Saumon. 16e. Je suis derrière Nico le Saumon. T'es derrière Nico le Saumon? Nico le Saumon, si tu nous écoutes, fais coucou. Nage, enfin... Remue la rivière. Remue la nageoire. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai que 49 points. Ah bon, Arthur, tu as mis jaune alors que c'était vert? Non, c'est maman. Oui, mais maman, elle sait pas faire les choses, elle ne connaît pas. Si, la première fois, elle a dit oui au bleu. Parle au micro, tu disais? La première fois, maman, elle mettait bleu et c'était bon. Oui, elle a eu un hasard. Ouais, maman n'a pas que des mauvaises réponses. Parce que c'est différent de Baptiste, lui qui a beaucoup de mauvaises réponses. Voilà. Le premier à 3400 points, j'en ai 935. Prochaine question qui va pas tarder à arriver. Alors restez avec nous, restez connectés. Si je me rends sur la planète située à 250 années-lumière, il me faudra, et voilà, soit voyager 250 ans à vitesse de la lumière simple, soit voyager 250 ans à environ 300 000 km/h basique, voyager 250 ans à vitesse de déplacement d'un photon technique, où toutes les réponses sont justes et donc seulement celle-ci logique. Bien évidemment, la réponse... c'est tout, non? Exactement, puisqu'en fait, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km/h et que ce qui compose la lumière, c'est ce qu'on appelle un photon. Comment il se la pète? Comme il joue pas, comment il se la pète? Parce que si c'est un photon, c'est un saumon. Ok, non, je n'ai pas le bonhomme, je suis désolé. Oui, je suis 4e, on va voir mon nom, moi c'est truc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une année-lumière, en fait, ce n'est pas une unité de mesure du temps, c'est une unité de mesure de distance, puisque c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Donc 250 années-lumière, c'est justement la distance que parcourt la lumière en 250 ans. Et sinon, on en parle que je suis truc et que je suis 4e. Ce qui est assez important, puisque la vitesse de la lumière est une vitesse que théoriquement, on ne peut pas dépasser. À part les photons. Non, qu'on peut pas dépasser. On ne peut pas dépasser, atteindre, on ne peut pas dépasser, et théoriquement, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire. Après, j'ai envie de dire, la science permet énormément de choses, donc on verra bien ce qui se passera. Ça c'est physique. Quelques milliers d'années. Oui, c'est de la physique. On peut pas dépasser la physique. Ah, tu sais, ouais, mais tu passes par un trou de verre et ça passe. Hein. Damien, je suis toi. Du coup, si j'observe une planète située à 100 années-lumière de moi, je la verrai telle qu'elle était il y a 100 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La réponse est dans la question, j'ai envie de dire, puisque c'est assez logique. Arthur, est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est faux?
Faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a mis vrai. Alors en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière mettant 100 ans à arriver, en fait, on va l'observer comme il y a 100 ans, ce qui provoque en fait un principe qu'on a en physique et notamment en astronomie, qui est voir loin, c'est voir dans le passé. C'est comme ça qu'on sait en fait que l'univers a 13,6 milliards d'années, puisque en fait on n'arrive pas à voir plus loin que 13,16 milliards d'années-lumière. Donc ça veut dire que l'univers c'était comme ça. Et on verra jamais plus loin que 13,16 milliards d'années-lumière, parce que la différence de temps et notre vie humaine qui est de 80 ans nous permettra pas de voir plus loin, enfin tel que nous on le vit en tout cas. Non, en tout cas pas selon les techniques qu'on a voilà. de recherche et de vision par des télescopes. L'être humain l'espèce humaine ne vivra pas aussi longtemps pour voir la différence. Non, ça peut-être un jour, encore une fois, la science ne fait qu'évoluer. On verra bien. Il faut dépasser les lois de la physique. Ah, tu sais, Superman, il l'a fait, lui. Alors, prochaine question. Toujours 4e, par contre. Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Soit une planète située en dehors de notre galaxie, une planète située en dehors de notre système solaire, une planète qui a la même caractéristique que la Terre, ou une planète un peu exotique, puisque exoplanète. Voilà. Des réponses qui affluent. Sabrina, tu as une idée ? J'ai pas mis la verte. Non, c'est une planète située. Ah oui, pardon, c'est une planète située en dehors de notre système solaire. Oui, je suis sur le podium. Exoplanète veut dire en dehors de notre système solaire. En dehors de la galaxie, c'est compliqué pour nous d'observer des planètes puisque c'est vraiment très très loin. Je crois que c'était celle qui avait les mêmes caractéristiques que nous. Non. Ça c'est à l'extérieur, une exo. Planète, mais il y a bien un nom pour ça. Je ne sais pas. Voilà, qui ont les mêmes caractéristiques. Voilà. Petit, je te sens un petit peu énervé. Aurais-tu répondu à côté par hasard ? Est-ce que ça me ressemble de perdre autant de réponses ? Non. Je suis pas en forme aujourd'hui, je suis enrhumé. Sache que nous, avec Arthur, on avait la bonne réponse. Et moi, je suis sur le podium. Donc, les exoplanètes qui sont une source de recherche immense et un sujet de recherche très important actuellement en astronomie. Peut-être qu'un jour, on trouvera une planète qui permettra d'avoir une exoplanète qui permettra également d'accueillir la vie. Et Sabrina qui arrive 3e. D'ailleurs, heureusement que c'est un truc sur l'espace. Alors d'ailleurs, avec les moyens actuels, combien de temps nous faudrait-il pour atteindre l'exoplanète la plus proche ? Alors, soit un peu plus de 600 ans, soit un peu plus de 6000 ans, soit un peu plus de 60 000 ans, soit franchement un peu moins de 6 heures, ça se fait large quoi. Voilà. Heureusement que c'est l'espace et la physique là, le thème, parce que si ça avait été un thème littérature, t'aurais moins parlé quand même. Hein. Ah oui, mais bon, écoutez, chacun son domaine. Hein. Donc, c'est sûr que sur la guerre des Lulus, il y a 3 ans, c'était moins funky. Ah bah là, je me suis planté, je suis 4e. Ans. C'est ça, un peu plus de 60 000 ans. En effet, c'est très très loin. Alors, actuellement, 60 000 ans avec notre capacité actuelle. C'est pas la vitesse de la lumière comme on a notre cher ami de Bulle en stock qui passe et qui nous disait non, c'est 4 ans, c'est 4 ans. Vas-y, tu veux dire quelque chose, prends le micro. Vas-y, tu étais persuadé que c'était 4 ans, mais non. Oui, non, parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'il y avait marqué les moyens actuels. En fait, j'ai pas entendu la question. Et... C'est ça, on est à 4 Parce que je pensais que c'était par rapport à la vitesse de la lumière. Mais oui, actuellement, oui, je suis d'accord que c'est forcément beaucoup plus long. Ouais. Donc ça prendrait un peu de temps pour envoyer de Bulle en stock à l'exoplanète la plus proche. D'accord ? J'attendrai pas un retour surtout. Merci. De toute façon, on aura... Enfin, comment dire ? On pourra pas aller plus vite que 5%. Non, mais que 5% de la vitesse de la lumière. C'est en énergie, t'imagines ce qu'il faudrait en énergie ? Il faudrait qu'on débloque la fusion nucléaire. Là, ça va nous aider. On explose une planète ? Non, mais je te dis, la fusion nucléaire, ça va nous aider. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe dans le Soleil. Si on arrive à débloquer cette fusion nucléaire, on est sur le point de le faire. Là, les technologies font qu'on n'est pas loin de cette fusion nucléaire. Alors, quel magazine a été créé par Diomède, Druillet et Mobius, soit Fluide Glacial, soit Pilote, soit Métal Hurlant, soit Passion Pêche, sachant que c'est un magazine dont on a beaucoup parlé pendant cette émission spéciale. La réponse aux gens qui n'écoutaient pas. Et ben voilà, fallait écouter Happiness, fallait écouter l'Entre du Geek. Donc nos auditeurs fidèles, eux, ont la réponse, en effet, Et Fluide Glacial. Puisqu'il s'agissait, non Sabrina, ah shit, ça peine. Il s'agissait de Métal Hurlant, un magazine qui fait beaucoup parler de lui. Puisque et regardez le podium, regardez vraiment le podium. Moi je vous invite fortement à jeter un œil sur le podium. Alors, Sabrina, on a gagné. Voilà. Même Arthur aussi dit qu'il a gagné, c'est beau. Mais c'est Arthur, il a la 6e place, alors il est content. Moi je suis à la 10e place. Métal Hurlant qui est un magazine, un fanzine, comme on peut dire. Non, c'est un magazine, pardon. C'est peut-être la seule fois où je serai première, alors regardez bien. Magazine qui a mis en avant pas mal d'auteurs qui ont commencé à
à se faire connaître grâce à Métal Hurlant et qui a influencé énormément d'auteurs. Deuxième, pas comme première. Eli Huo, par exemple. Un sur mon portable. Comme Eli Huo, par exemple, ou Afif Khaled. Alors, je vais juste demander à mes chroniqueurs d'arrêter de parler en même temps. Ce serait bien. Dans notre système solaire, combien y a-t-il de planètes situées entre le Soleil et la ceinture d'astéroïdes ? La ceinture d'astéroïdes, je peux vous aider. Oui. Je sais, ça se situe juste avant Jupiter. Voilà. Arrête de donner des informations. Ah bah non, mais attends, il faut quand même aider nos auditeurs fidèles de Happiness. Il faut savoir que la ceinture d'astéroïdes se situe entre Mars et Jupiter. Donc toi, tu donnes les informations sur les trucs qui sont un peu plus simples que quand il faut aller à l'autre bout de la planète pour savoir... Et alors c'est 4. En effet, c'est 4. Je me suis planté. On est juste derrière Sabrina maintenant. On est 6ème, moi aussi j'arrive. Vous avez mis du temps avant d'arriver là. On va faire le point. Donc il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre, il y a Mars. Ensuite, ceinture d'astéroïdes, puisque juste avant, c'est ce qu'on appelle des planètes telluriques, qui sont des planètes rocheuses, qui ont du fer, qui contiennent du fer. Et juste après, on a les planètes gazeuses avec Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, et Pluton, qui n'est plus une planète, puisque c'est devenu... ça fait des années, ça va faire une quinzaine d'années qu'elle est sortie du système solaire. Et Kawa. D'ailleurs, les Américains qui ne sont pas contents de ça, puisque c'est eux qui l'ont découvert. C'est la seule planète qu'ils ont découvert. Vrai ou faux ? C'est Tintin qui a remporté la course à l'espace en étant le premier à marcher sur la Lune. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça dépend. En termes d'années, oui. En termes de réalité, non. Voilà. Hein ? Mais je pense que c'est pour ça qu'il est entre guillemets et que le guillemet fait toute la différence dans la question. Ouais, alors du coup, j'espère que je vais pas me faire avoir parce que là, j'étais remonté. Donc, est-ce que c'est vrai ? Je crois que Tintin, c'est 56 que ça sort, la BD, il me semble, de tête. De toute façon, pose-toi la question que si Steven a mis la question et qu'il a mis des guillemets, c'est que c'est forcément vrai. Tu veux dire Steve ? Steve, excuse-moi, mais Steve. Ça va pas, parce que je viens de vous donner la bonne réponse. J'ai pas eu la bonne réponse, mais je viens de vous la donner en direct, la bonne réponse en plus. Et tu as mis faux ? Bah oui, j'ai mis faux, je pensais que c'était... mais quel Sabrina, il pose la question, Sabrina, il met des guillemets. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de Neil Armstrong qui marche sur la Lune ? C'est en juillet 69. Ma mère était née, elle avait 1 an. C'est le 8 juillet, je crois. 69. Non, c'est... 7 Non, 21. 21 ouais, enfin 19, 21, c'est... Ouais, voilà, pardon. Le même jour, Eddy Merckx prenait son premier maillot jaune. Voilà, c'était l'instant cycliste de Baptiste. Merci Baptiste. Donc en effet, cette course qui a été très très importante entre l'URSS... Et pour qui il découvre la Lune ? Pour quel pays il découvre la Lune, Tintin ? Pour les soviétiques. Non. Pour la France ? Pour la Sildavie. Sildavie ? C'est depuis la Sildavie qui part. C'est un vrai pays ça, la Sildavie ou pas ? Je ne sais pas. On a du coup... C'est pas un pays, c'est un pays inventé par On a du coup Sabrina qui est 3e et Laura 4e. Quel est le nom du nouveau programme lancé par la NASA, le nouveau programme lunaire ? Est-ce que c'est Artemis, comme la déesse de la chasse, de la nature et de la chasteté, pardon. Je pense que c'est Michel. Sélinée, comme la déesse de la lune. Arès, comme le dieu de la guerre et de la violence. Ou Michel, comme beaucoup de monde en fait. Voilà. Je crois, si je ne me trompe pas, j'hésite entre Artemis ou Arès. Je dirais Artemis. C'est pas Séléné, c'est pas parce qu'ils vont sur la Lune ? Pour moi, c'est Artemis. Moi, il me semble que c'est Artemis. Moi aussi, je confonds, mais j'hésite entre Artemis et Arès. C'est Artemis, en effet. Puisque Artemis est aussi, d'une certaine manière, la déesse de la Lune. Je suis sur le podium, j'ai fait mieux que Damien. Puisqu'elle est aussi, dans la mythologie, Sabrina, je parle sous ton contrôle. Dans la mythologie, on est d'accord que Artemis, c'est la sœur d'Apollon. C'est la sœur d'Apollon et son frère et sœur jumeaux. Donc, oui. Apollon, dieu du soleil, Artemis, dieu de la lune. Déesse de la lune, avec elle forcément déesse de la chasse, et Apollon, déesse de la musique, des arts, de la poésie. Et voilà, avec cette question qui... Sabrina, est-ce que tu sais combien tu es ? Je suis sur le podium. Alors savoir si je suis 3 ou 2, je sais pas. Je crois que t'es 2, parce que moi je suis 4 et je suis derrière Charlie et non pas derrière Truc. Donc techniquement, et Truc c'est moi, et donc je suis sur le podium. À quelle place, je ne sais pas. Je pense 2e maximum. Et est-ce que Truc va arriver à la première place ? Parce que je me suis fail sur une question. Le podium. Podium final. Charlie, 3e. Ensuite, nous avons Truc. C'est moi. Bravo Sabrina, tu es arrivée. Je n'y croyais pas. C'est Truc qui arrive 2e. Bien joué, franchement, bien joué. Et nous avons Laura 4e. Baptiste, est-ce que tu peux nous dire combien tu es, s'il te plaît ? 11e. C'est un peu, ouais. Faut aller où pour la récompense ? Non, mais on est d'accord que c'est indigne de mon rang. Sabrina, tout de suite, qui pense, ouais, c'est où pour la récompense ? Je veux la récompense, etc. On voit la consumériste. Sabrina. Alors,
On rassure nos amis auditeurs, on n'avait pas les questions avant. Personne n'avait. Ah bah non, sinon j'aurais gagné. Bah non, parce que voilà, on va être honnête, parce qu'on va nous dire oui, mais vous aviez les questions avant, c'est facile. Sabrina, c'est possible. Pour le coup, non, pour le coup, elle n'avait pas les questions. On a demandé, elle a demandé à Steve mercredi, mais il n'a jamais voulu nous donner les questions, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Donc, c'était ce quiz de la 6e édition de la Halle aux Bulles. On reste ensemble encore, je dirais, un petit quart d'heure, puisque même si on était censé rendre à 16h, on va déborder un peu. On a dit encore une fois, Happiness nous autorise à déborder un petit peu. On se retrouve dans quelques instants sur Happiness. C'est l'antre du geek. On est toujours en direct de la Halle aux Bulles de Bresles. On a Johan Cavage qui devrait arriver d'ici quelques instants, mais il est pris par de nombreux lecteurs qui veulent avoir une dédicace, et ils ont raison, puisque c'est ça la particularité de cette Halle aux Bulles de Bresles. C'est cette possibilité que les lecteurs ont de venir au plus près de leurs auteurs préférés, de venir faire leur dédicacer, le tout gratuitement. Et on remercie encore une fois la ville de Bresles de nous accueillir et de nous permettre d'avoir autant de visibilité. Et la médiathèque Madeleine Audin aussi également, qui organise. Exactement. Johan, tu es avec nous, vas-y, installe-toi. C'est ça, c'est le direct, c'est les joies du direct, c'est normal, c'est comme ça. Donc vas-y, installe-toi, mets-toi à l'aise. Donc Johan, on te connaît notamment, on t'a eu l'année dernière, la saison dernière, lors de ta venue au rendez-vous de la BD d'Amiens. C'était la saison dernière. C'était la saison dernière. Ah oui, parce que l'été, du coup. Ah oui, voilà. Pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, c'était à peine quelques mois. Mais tu es ici pour présenter donc ton album Fantasy et Alma. Donc cet album qui est particulier puisque c'est un album double. Oui, du coup, avec la face Alma d'un côté et la face Yourcenar de l'autre. Et je viens aussi du coup avec ma première BD, Moundir. C'est ça, Moundir qui est quand même qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est comme ça que tu t'es fait connaître, notamment grâce à Moundir et ce côté particulier qu'a cet album qui est d'être sans parole en fait, totalement. Quasiment, ouais, en fait, c'est pas une BD complètement muette. C'est-à-dire qu'il y a les personnages peuvent parler, ils le font parfois, mais il y a toute une thématique autour du silence dans l'album. C'est une BD qui se passe dans l'espace avec un univers vide et aride, où même il y a des ruines, des choses comme ça. On comprend qu'il s'est passé quelque chose qui a vidé l'univers, et du coup pour faire ressentir ce silence et ce vide, je voulais le moins de texte possible dans l'album. Et du coup tu as toute ta place ici dans cette Halle aux Bulles de Bresles pour thématique l'espace justement. Alors je voulais savoir, toi qui as vécu du coup les rendez-vous de la BD d'Amiens, maintenant la Halle aux Bulles de Bresles, est-ce que tu ressens une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves, que tu apprécies chez l'un et pas chez l'autre ou... On est sur une échelle de festival assez différente, mais déjà je vois quand même certains points communs qui sont un côté assez familial, un côté... une vraie bonne humeur quand on parle aux bénévoles, aux organisateurs, aux organisatrices, qui est quelque chose qu'il y a en commun en fait avec Amiens, et c'est pas quelque chose que je dis en l'air. C'est assez notable avec le festival d'Amiens, c'est quelque chose que je ressens ici. Forcément, par contre, on est sur une influence un peu différente, ce qui, à vrai dire, moi, je suis en période de promo avec mon album techniquement, donc c'est toujours bien quand il y a du monde. Mais j'apprécie aussi quand il y a beaucoup moins de monde et que du coup on peut passer du temps à dessiner, du temps à parler avec une personne, à creuser un peu plus, à poser plus de questions à la personne aussi, et puis à faire des dessins en étant un peu moins pressé. Tu vois, à Amiens, ça s'était super bien passé, mais c'était la première fois que je faisais face à une influence qui était difficilement maîtrisable, où on devait parfois couper la file et tout. Et moi en plus j'aime bien prendre mon temps, donc Oui, c'est vrai que quand on regarde tes réseaux, finalement Bresles c'est un peu la fin d'une tournée un peu promotionnelle. On peut voir que tu as fait énormément de salons ces derniers mois pour la promo de Fantasy, donc là c'est un peu aussi la fin, les derniers salons que tu es en train de faire, en tout cas pour la promotion de cet album. Exactement, en fait, Fantasy, c'est édité par Bubble Edition, qui est une toute petite maison d'édition. Moi, je suis un auteur pas très connu encore, et c'est sûr qu'il y a dans l'idée un intérêt de représentation, un intérêt économique à faire beaucoup de dédicaces, parce que ça aide à lancer l'album et à s'identifier auprès des libraires. En plus, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Il y a de même des vrais petits avantages. On sait que la BD, c'est des métiers un peu précaires et tout. Donc, voyager, partir en vacances, c'est pas toujours simple. Alors que moi, j'en profite pendant les tournées dédicaces pour voir un peu du pays. Et
forcément là j'ai fait quand même beaucoup de dates, il est temps de se remettre sur des prochains projets, donc je profite de ces dernières dates. Il y a Brel, j'en ai une prochaine, la dernière de l'été qui sera à Toulouse le samedi prochain, à BD Ciné, comme ça si des gens nous écoutent et sont à Toulouse dans le coin le samedi 20. Et après je pense qu'il y aura quand même quelques dates de festival pour la saison automnale, mais ça est là quoi. Là il est temps de se calmer un peu sur les dédicaces après une longue tournée. Ça veut dire que pendant que tu es en tournée de dédicace, tu as moins le temps du coup de travailler, ça coupe vraiment ton processus de création, ou tu trouves quand même le moment de travailler sur tes autres projets Je pense que ça dépend un peu des profils des gens, mais c'est sûr que moi l'écriture c'est une étape qui est assez difficile où j'ai besoin de beaucoup de concentration et de temps, et du coup les dédicaces hachent beaucoup les semaines. Moi j'avais 3 à 4 dédicaces par semaine parfois, et donc en plus si on décide de prendre un peu de temps du week-end, des choses comme ça en plus, dans ce cas peu de temps pour travailler, je me suis rendu compte en fait que des choses qui étaient des qualités chez Bubble, qui étaient de publier assez vite la bande dessinée après que je l'ai rendue, alors que parfois chez les plus gros ça peut prendre peut-être 6 mois entre le moment où on rend les planches et le moment où la BD sort. Ça me mettait dans une situation mine de rien où en fait je repartais très vite en promo après avoir rendu. J'ai à peine le temps de me reposer, de préparer un peu la promotion, faire une petite bande-annonce, quelques illustrations promotionnelles. Et donc quand je suis en tournée, en fait j'ai pas encore eu le temps déjà de me reposer vraiment et puis de réfléchir à un prochain projet. Et je pense que c'est plus simple de faire une tournée dédicace quand on a déjà décidé sur quel projet on part, qu'on a déjà un peu une ligne directrice, qu'on peut plus facilement se remettre au travail les quelques jours où on est à la maison. Et j'ai pas trop eu ça, donc c'est sûr que là j'ai eu un long moment sans création, ce qui est sympa aussi, mais je suis quand même impatient de me remettre sur un prochain projet. Peut-être l'imaginaire travailler, parce que du coup comme t'es pas plongé dans une œuvre unique où t'as peut-être le temps du trajet en train, l'imaginaire qui vagabonde, et donc qui t'ouvre des pistes auxquelles t'aurais pas songé si t'étais focus sur une seule œuvre. Non, c'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne dans ces métiers-là, et on peut avoir tendance à oublier justement par ces notions de précarité où on veut se dépêcher de re-signer très vite, mais en même temps ça reste des métiers artistiques, on a besoin que le cerveau respire et pense à autre chose. Mais paradoxalement, il ne faut pas que je fasse ça trop longtemps, les tournées dédicaces, parce que ça reste aussi un moment où du coup je dessine beaucoup la même chose, je parle beaucoup de mon album, et donc ça crée même des réflexes de dessin, ça devient quasiment musculaire à ce point-là, et donc il y a quand même un peu ce truc de je passe pas complètement à autre chose non plus. Donc je pense que c'est même bien après la tournée promo d'avoir une vraie petite coupure nette pour pouvoir, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs là pendant quand même l'été où j'ai eu quelques semaines sans dédicace, et c'est vraiment à la fin de l'été qu'il y a eu la petite étincelle qui est apparue et qui j'espère sera l'origine de la prochaine BD. D'autant plus que, alors tu vas me dire si je me trompe, mais si je me souviens bien, en fait là tu envisageais ton prochain projet, c'était de partir sur un univers et un style différent, plus proche du manga, si je me souviens bien. En fait je cherchais encore donc c'est Amiens quand on s'est vu, je crois que c'était en juin, et du coup je suis encore dans une phase vraiment de recherche. Là l'idée que j'ai eue vraiment date de quelques jours, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'étendre, mais finalement ce que je voulais faire en gros c'était aller vers quelque chose d'un poil moins baigné dans le fantastique, dans la fantasy, dans la SF par rapport à ce que j'ai fait, mais je voulais pas complètement renier ça. Et puis en plus là j'avais avec Fantasy une histoire qui est quand même centrée sur ces personnages, leurs relations, leurs doutes, et une espèce de romance un peu avortée mais qui est là, donc je voulais pas non plus couper complètement cette idée de se concentrer sur les émotions de ces personnages. Et donc pour le prochain projet je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose qui va se rapprocher du conte, et du conte un peu noir, donc comme ça je vais garder une forme de fantastique, mais partir sur un traitement graphique un peu différent. Alors ça c'était une inquiétude que tu nous avais évoquée, en tout cas que tu nous avais dit que ton éditeur avait. Est-ce que tu as toujours cette peur d'être attendu au tournant, puisque avec Moundir qui a été un franc succès, Alma aussi, et Fantasy qui a un style bien particulier, c'est un album vraiment particulier, est-ce que tu as peur d'être attendu pour ton prochain projet ? Oui, c'est marrant parce que j'en parlais un peu à des auteurs et des autrices plus confirmés en leur disant est-ce que ce sentiment de dire il faut que la prochaine BD soit encore mieux que la précédente, il disparaît. Parce que je me disais peut-être que tu essayes de te prouver un peu sur la première, c'est de faire mieux, au bout d'un moment t'es installé, t'as un lectorat qui est là, qui reviendra, et peut-être que tu peux un peu plus te permettre
de faire des albums qui ont leur qualité mais qui sont peut-être un peu en dessous sur un point. Tu vois, un album où tu veux t'amuser plus sur le dessin et où du coup le scénario est presque un peu plus prétexte. Et je pense que ça c'est plus simple de penser comme ça quand on commence à avoir pas mal d'albums de sortie. Là c'est vrai que j'ai encore l'impression d'avoir des choses à prouver. En tout cas j'ai l'impression que ma stabilité est fragile quoi. Et j'ai envie de pouvoir vivre de ce métier-là et donc forcément il y a une vraie pression à chaque fois qu'un album sort et même pour mon plaisir j'ai envie de tu vois, t'as des frustrations que t'as quand tu fais un album que ce soit au niveau du dessin, du scénario, tu fais avec et t'as envie de les corriger pour un prochain, donc c'est un peu là dans ma tête, mais je pense que je partirais sur quelque chose d'un peu plus court, d'un peu moins massif comme projet pour me permettre de passer peut-être un peu plus de temps sur le dessin, de l'affiner un petit peu. Et donc là tu serais encore sur la même maison d'édition ou c'est à voir parce que comme l'idée vient vraiment de germer, je vais la proposer. J'attendrai de voir ce que Bubble m'en dit, mais c'est sûr que c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie les gens en fait à l'intérieur, donc on s'en parle, on a une relation presque amicale, donc ils seront évidemment les premiers au courant du projet. Après ça peut être intéressant et même eux m'y invitent à m'essayer à d'autres structures éditoriales et c'est sûr que des éditeurs plus gros ça peut être intéressant pour voir comment travailler à d'autres échelles, d'autant plus si je veux peut-être essayer encore une fois de vivre de ce métier là, donc je pense que de toute façon ce sera quelque chose que j'aimerais faire dans ma carrière si elle se passe bien, d'alterner entre des plus grosses maisons pour peut-être un peu plus de stabilité financière, essayer de recruter un lectorat entre guillemets qui ne verrait pas forcément passer mon travail, et ensuite peut-être d'aller chez les maisons indé pour des projets soit un peu plus étranges, un peu plus risqués, et même pour aussi essayer de faire vivre des maisons, essayer de redonner un peu ce que les chances que l'éditeur te donne. Et tu vois le travail en solo ou tu pourrais collaborer avec quelqu'un soit au scénario soit au dessin Ouais, c'est vrai que là j'ai fait scénario et dessin pour les deux premières BD parce que je trouvais que c'était plus simple pour commencer. On pourrait se dire que diviser le travail c'est plus simple, mais moi en fait j'ai l'impression que écrire pour moi-même et dessiner pour mon propre scénar, ça crée une forme de cohérence qui pour moi me facilite un peu la vie. Ça fait que je vais pas forcément me mettre trop en difficulté sur certains aspects je fais pas exactement ça, mais c'est vrai que si une scène me plaît pas ou est trop dure à dessiner, je peux techniquement la changer moi-même et donc c'est quelque chose que j'aime bien. Après je pense que si je me projette sur le long terme, encore plus quand t'écris, ça va être quand même difficile de rester pertinent sur 30, 40 ans, 50 ans de carrière alors que le monde change autour de toi, que les générations se renouvellent, et donc je pense que c'est même important artistiquement pour se renouveler de travailler avec des personnes aussi, des personnes plus âgées, des personnes moins âgées, des auteurs, des autrices, donc je pense que ça me ferait plaisir de bosser avec quelqu'un au scénario parfois, potentiellement même moi de proposer des scénarios à d'autres dessinateurs et dessinatrices. Donc je reste complètement ouvert à ça. T'as pas de préférence en fait entre l'écriture du scénario et le fait de réaliser les dessins, pour toi ça peut être les deux, ça peut être... Moi la partie que je préfère de la bande dessinée c'est l'étape intermédiaire de ça, c'est le storyboard, c'est vraiment le moment où de manière très brouillonne on pose ce qui fait l'essence de la bande dessinée, on pose les cases, les personnages, les dialogues aussi, les bulles, mais et qu'on travaille vraiment sur le sens de lecture, sur la grammaire de la bande dessinée, ce qui fait que la bande dessinée est différente de l'illustration, du cinéma, tout ça. Donc cette étape-là, c'est quelque chose que je garderai peu importe avec qui je travaille, je pense. Je pense que même si j'étais simplement scénariste, je proposerais au moins certaines scènes bordées en tête que le dessinateur ou la dessinatrice pourrait évidemment remanier, mais c'est l'étape que j'aimerais garder. Ouais. Mais après, l'écriture c'est difficile. Le dessin c'est difficile, donc sans doute qu'il y a certains projets où je serais très content de m'épargner l'un ou l'autre. Merci en tout cas Johan d'avoir répondu à nos questions. On te retrouvera dès que tu reviendras faire une dédicace à un endroit, en tout cas en Picardie, on sera là. Avec plaisir, merci beaucoup. Problème. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. C'est l'antre du geek. Il est maintenant, Il est maintenant 16h passées de 11 minutes. Et il est temps maintenant pour nous de rendre l'antenne après ces 2 heures, 2 heures même un peu plus parce que... 2h15 2h15 puisque Happiness nous a donné l'autorisation de déborder. On remercie encore Happiness de nous donner cette opportunité. On remercie également les organisateurs de la Halo Bulle qui nous ont accueillis mais comme des rois, franchement. Donc la mairie de Bresles, rappelons-le, et la médiathèque Madeleine Audin. Voilà, et amis auditeurs, si vous êtes encore présents, n'hésitez pas, venez à la salle Robert Gourdin. On est ici en pleine battle de dessin.
On se retrouve, nous, mercredi de 19h à 21h pour l'Entre du Geek. Je crois qu'il y aura Horta, il y aura donc nous 3 présents mercredi. C'est ça, il y aura même Benoît qui reviendra à nouveau. Cool. Et autant vous dire qu'il y aura plein de choses. En attendant, sur Happiness, et on retrouvait dans un peu moins de 2 heures Griff and Jack. Et en attendant, restez connectés sur Happiness. Ciao, bonsoir à tous. Tous les mercredis de 19h à 21h, c'est l'Entre du Geek sur Happiness.